François et Sébastien sont confinés, isolés, sur le bord de la folie. Heureusement, ils ont encore Internet pour jaser avec des amis et déverser leur réconfortante niaiserie sur le monde. Mesdames et messieurs, voici les survivants. Hey Sébastien, comment ça va? Salut François. Je sais pas trop là, comment ça va. Il fait chaud, là. Ouais, mais j'ai quand même décidé de me mettre des culottes cette semaine pour pas coller sur ma chaise. Ah, bonne idée. Tu nous J'ai as pas dit l'impression qu'il était aujourd'hui tout que ma prête cette colonne fois-ci? vertébrale s'est ramollie. C'est bizarre, hein? Je sais pas si j'ai resté trop assis longtemps les 9 dernières semaines, ou c'est la chaleur, ou l'effet combiné des deux. Mais en tout cas, Et qu'est-ce que tu veux dire par colonne vertébrale qui est ramollie? je sais pas, gars, on dirait que je suis plus calme de m'asseoir droite. Je suis comme mou. On dirait que je me renfonce dans mon fauteuil tranquillement, pas vite. Moi, je suis comme ça depuis la naissance. Peut-être que c'est moi qui a détendu sous toi. Je soupçonne le 5G. Je pense qu'il y a une nouvelle tour à la serre. Puis, tu sais, ces affaires-là, puis Bill Gates, puis tout ça, là, je sais que tu connais bien ça, toi, François. Oui, absolument. Les micropuces, les vaccins. Non, c'est... je te comprends de boire. Hey, on met-tu fin à notre intro malaisante, Sébastien, puis on accueille l'invité d'aujourd'hui? Oui, c'est une bonne idée, ça. Oui, c'est une bonne idée. Oui. On a même une tradition familiale là, qui se déroule là, dans notre émission Survivant. C'est super beau à voir. Hein? Tu vois, ça se passe, la chronique de mère en fils. Oui, c'est ça. On a eu Isabelle, la maman, il y a quelques semaines. Et puis, à l'épisode 7 ou 10, là, quelque chose comme ça. Puis là, c'est son fiston qui vient. Fait il y a peut-être un petit challenge familial là-dedans. Là, peut-être une petite compétition. Qui sera le ou la meilleure? C'est pas... Il fait un peu penser à ton fils, hein? La petite moustache, les cheveux en mode. Ils sont amis un peu. Je pense que cette génération-là n'a pas vraiment une personnalité. Ils se ressemblent toutes. Sont interchangeables. Il va nous en parler sûrement tantôt. Là. Il doit bien aimer ça, que je le présente comme ça. Il y a aussi mon collègue et ami Bruno qui nous rejoint de l'autre bout du Québec quand même. Il est à Joliette. C'est bien qu'on dit ça, je pense, dans ton coin. À Joliette, on est au mieux. C'est ça. Fait que Bruno va nous parler de plein d'affaires aussi tantôt. Vous allez voir que c'est un gars qui a le petit bougalou qui se fait aller. Hein? C'est bon, hein? Hey. Bougalou! Oh! Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Bougalou qui se fait aller. J'ai hâte de comprendre pourquoi tu as dit ça, Sébastien. Ouais, mais Moi aussi. Ça m'inquiète un peu. Je me demande si on va être capable de garder le général. Attendez, là, je veux vous faire monter le suspense. Et notre première invitée, c'est Sarah. On dit-tu Detmers ou Demers? Moi, les deux T, là, je t'avoue qu'il y a... On dit ni un ni l'autre. Non? Comment tu dis ça, ton nom? Moi, j'ai guessé sur Detmer. C'est Detmers. Detmers. Avec une petite twist allemande. Ah, arrête donc, toi. Ouais. Detmers. Ben, ouais. Tu vois, on a appris quelque chose. Qui a dit qu'on n'apprendrait jamais rien aux survivants? Hein? Grosse erreur. Pas moi. Fait qu'on commence-tu avec... tu nous présentes-tu? Tu nous fais-tu jouer le petit jingle de Sarah? Oh que oui! Sarah Detmer. Sarah Detmer. C'est cool parce que la musique a comme coupé vers le Detmers. Fait que, tu sais, ça a bien passé. On dirait qu'il l'a prononcé comme il faut. C'est vraiment génial. Parfait. En plus, je l'ai dit avec une voix de Tom Jones, là. C'est ça. C'est de toute beauté. Oui. Salut, Sarah. Salut. T'es dans quel coin, Sarah, toi? Je suis juste à côté de Joliette, à l'Épiphanie pour le moment, mais en transit entre l'Épiphanie et Repentigny avec mes boîtes de fête. Je déménage bientôt. Voilà. OK, le 1er juillet s'en vient pour toi, là. Ouais, ça va être un petit peu avant, question de payer moins cher de déménageur. On peut faire ça. Je pensais que c'était comme un règlement dans la grande ville, non? OK. Non. OK. Puis pour ceux qui se demandent, t'es qui, Sarah? Tu as un lien avec Sébastien? Je ne sais pas si vous pouvez nous en parler un petit peu. Vas-y, Sarah, présente-toi. Dis-nous qu'est-ce que tu fais comme implication citoyenne. D'accord. Ben en fait, moi, je suis atteinte de fibrose kystique. C'est une maladie pulmonaire dégénérative qui a commencé à déraper un petit peu à la début vingtaine, donc il y a 12 ans de ça.
pour nous mener vers l'attente d'une greffe pulmonaire. Donc, il y a un petit peu moins de 3 ans, on a décidé de faire le choix de se mettre en attente pour une belle nouvelle paire de poumons, légèrement usagés, mais ô combien fonctionnels. Et après 11 mois d'attente, voilà, on m'a appelé pour me dire « Sarah, es-tu prête? On aurait des poumons ce soir. » Alors, ça fait de ça 28 mois, donc un petit peu plus que 2 ans que je suis greffée bipulmonaire. Puis, évidemment, mon petit côté socialiste fait que j'ai toujours fait beaucoup de bénévolat, beaucoup d'implications depuis l'âge de 2-3 ans. Et je suis maintenant présidente de l'organisme Vivre avec la fibrose kystique, qui est un organisme pour les gens avec la fibrose kystique, mais mené par les gens qui ont la fibrose kystique. Donc, la totalité de notre CE est atteinte de fibrose kystique. Fait que c'est vraiment un organisme qui est bien particulier, dont je suis extrêmement fière. Et puis, c'était une promesse. Évidemment, être présidente, ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Puis, avant la greffe, je ne l'avais pas du tout. Alors, je m'étais promis que si quelque part dans l'univers, quelqu'un décidait que j'allais avoir une deuxième chance, ben on allait la rentabiliser puis aider ma communauté. Alors, promesse faite, promesse tenue. Voilà. Bon, ben bravo pour tout ce que tu fais. En tout cas, c'est ça que je disais tantôt, on ne se connaît pas vraiment. Moi, on est amis Facebook, comme on est amis des fois avec des gens, puis on ne les a jamais vraiment rencontrés en vrai. Je te suis depuis un bon bout. Puis pour moi, tu es la fille, une espèce de vraiment une vraie survivante. Tu sais, notre émission s'appelle Les Survivants, mais c'est un petit peu un petit clin d'œil niaiseux. Tu sais. Dans ton cas, c'est vraiment ça. Puis je constate, moi, à chaque semaine avec les posts que tu fais, que tu mords vraiment dans la vie à 100%, tu te donnes, tu es vraiment belle à voir. Tu es comme un genre de... comme le petit lapin Energizer, tu sais. Fait que moi, je suis un parent de 2 enfants fibrose kystique, tu sais, de voir ça. Je ne sais pas si tu es conscient de l'espèce de message d'espoir que indirectement tu transmets à tous les enfants et les parents fibrose kystique, mais merci en tout cas pour tout ce que tu fais parce que, tu sais, c'est beaucoup d'incertitudes, c'est beaucoup de peur puis de plein d'affaires négatives. Mais des fois, il y a du monde comme toi qui pop dans ta vie, qui te fait comme, OK, je la connais pas, je la regarde de loin, je n'ai jamais parlé. Puis merci, tu sais, pour tout ce que tu fais. Fait que je suis vraiment content de t'accueillir à ce soir, bref. Ben, ça fait bien plaisir, mais je pense que ce qui fait le plus gros impact, c'est que je le fais d'abord et avant tout pas pour ça. C'est de façon bien égoïste, là. Je le fais parce que, merde, que la vie goûte bonne puis que je trippe. Tu sais, je veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais je trippe pour 2, mettons. Fait que, tu sais, maintenant, j'ai une vie que sur du temps emprunté, puis je me dis que c'est juste un sursis, puis un sursis, ben ça se doit d'être le fun. Fait qu'on s'organise, tu sais, dans le fond, le bonheur est bien souvent entre nos propres mains. Il faut qu'on décide qu'est-ce qu'on en fait. Alors, on tripe, on a du fun, puis on fonce, puis ça durera le temps que ça durera, c'est tout. C'est ça, exactement. C'est beau ce que tu dis là. Ouais. J'ai une petite question. Moi, je vais faire je vais jouer le rôle du gars qui connaît pas grand-chose dans ce sujet-là. Tu nous as dit au début que tu avais eu une greffe là, le 28 mois des 2 poumons. Ouais. Ça, est-ce que ça signifie que la fibrose kystique est disparue pour toi? Est-ce que c'est comme si tu repartais en eux? Tu sais, moi, dans le fond, ce que je comprends de la fibrose kystique, c'est que tes poumons se remplissent de sécrétions constamment, puis tu es super fragile, dans le fond, à tout ce qui est maladie ou virus pulmonaire, puis ça va affecter énormément ta capacité respiratoire. Puis là, ça va... tu sais, la capacité diminue en avançant, c'est bien ça? Ce que tu dis est 98% vrai. Là où il te manque un bout, c'est que ce que tu expliques, c'est une partie du problème de la fibrose kystique. En ce sens que cette maladie-là, c'est une maladie qu'on appelle multi-organe. Donc, ça va affecter les poumons, mais à la base, ça affecte les sécrétions. Donc, ça affecte tous les organes qui sécrètent quelque chose dans le corps. On parle du pancréas, on parle du foie, on parle des poumons, on parle du système reproducteur, on parle de beaucoup d'organes. La majorité des problématiques, dont entre autres un problème de digestion, c'est plate, mais ça se pallie avec beaucoup de médicaments. Fait que c'est bien plate, mais c'est pas dangereux pour notre vie.
Là où on a une problématique, c'est qu'on a on n'arrive pas à avoir le contrôle de la problématique pulmonaire, je vais dire ça comme ça. Et c'est ça qui fait que finalement, c'est le plus gros problème en fibrose kystique, c'est les poumons parce qu'on n'arrive pas à la contrôler. Okay. C'est ça qui fait que ça nous mène vers une greffe pulmonaire. Pour plusieurs d'entre nous, mais c'est pas un acquis dans le sens où c'est pas tout le monde qui passe par ça. Et ça veut aussi dire que cette maladie-là, elle est dans mes gènes. Donc, mes poumons ne sont plus atteints de fibrose kystique parce qu'ils contiennent une génétique, bien évidemment, qui n'est pas la mienne, qui est la génétique d'un ange et d'une famille quelque part qui, dans la peine de perdre quelqu'un, on dit on va redonner au suivant. Fait que cette génétique-là ne m'appartient pas. Fait que mes poumons sont, je dis entre guillemets, guéris. Et mon système reproducteur, mon foie, mon pancréas, ça tout encore la fibrose kystique. Si on me fait un test génétique de fibrose kystique demain matin, je sors positive. Mm-hmm. Fait qu'on a réglé le problème des poumons, ce qui est le plus dangereux pour ma vie, mais on ne décide pas d'être greffé pour être guéri, puis on ne décide pas d'être greffé pour prendre moins de médicaments, au contraire. Non, parce que la greffe, c'est quelque chose quand même de majeur, là, tu sais. Absolument, c'est ça. Ceci dit, on décide de se faire greffer pour espérer une meilleure qualité de vie. Donc, on a tout autant de médicaments, on a encore plein de suivis médicaux, mais là, quand je monte mon autobus, je suis capable de courir après maintenant. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est dans les petites choses, ouais. Les gens me disent souvent « Ah, là, greffer des poumons. » Tu sais, moi, quand je suis rentrée en salle d'opération, on estimait à peu près 7 à 8 % de capacité pulmonaire. Pour faire le parallèle avec quelqu'un en santé, habituellement, vous êtes entre 100 et 110 % de capacité pulmonaire. Tu dois avoir l'impression d'étouffer? Tu dois avoir l'impression d'étouffer à 7 % de capacité pulmonaire? Oui, tout le temps. Tout le temps, j'étais pluguée sur ce qu'on appelle un BiPAP, qui est une machine qui fait le geste de respirer pour toi parce que mes poumons sont plus capables de le faire. Ça faisait déjà quelques mois, ça pressait. Là. Ça a été un peu une extrémiste, mon affaire. Là. Quelques heures après, puis bon, je n'étais plus là. Mais ceci étant dit, ce que j'allais dire tantôt, c'est que les gens, souvent, quand ils s'imaginent de dire « Ah, ben là, du jour au lendemain, presque, tu finis par avoir une greffe pulmonaire, tu as cette chance-là. » Les gens disent « Ah, mais là, tu dois vouloir monter le Kilimandjaro, là, tu veux défoncer des montagnes, tu veux courir après tout, tu vas aller jouer au soccer. » Puis je leur dis toujours, tu sais, c'est dans les petites choses qu'on apprend à apprécier les trucs. Puis je dis, tu sais, moi, j'ai été longtemps avec une chambre au sous-sol, puis j'avais 12 marches entre la salle de bain puis ma chambre. Puis quand je sortais de la salle de bain, j'étais tellement épuisée, puis j'étais pas capable de descendre ni de remonter les 12 marches. Fait que, je disais, moi, mon Kilimandjaro, je l'ai fait bien avant la greffe, là. Fait que maintenant, juste l'idée de sortir de la douche puis de me dire, Sarah, qu'est-ce que tu as envie de mettre aujourd'hui? Ton T-shirt vert est en bas, ben descends en bas puis va chercher ton T-shirt vert sans compter tes pas, sans compter combien de respirations ça va te prendre puis combien de temps. Fait que je me dis tout le temps, ben moi, mon Kilimandjaro, c'est les 12 marches qui me séparaient de mon chandail vert. Wow. C'est simple comme ça. C'est dans les petits trucs qu'on réalise finalement à quel point on est chanceux d'avoir un corps en santé. Là. Tu sais, c'est un peu comme un mal de dents, je trouve, tu sais, dans le sens, je vais m'expliquer, là. Dans le sens que quand tu n'as jamais eu mal aux dents, tu ne sais pas comment on est bien de ne pas avoir mal aux dents. Comprenez-vous ce que je veux dire? Tu sais, on dirait que, tu sais, moi j'ai pas vécu la maladie moi-même directement, mais j'ai vu mes enfants. Mon gars, il a 20 ans, il va avoir 20 ans bientôt, ma fille vient d'avoir 17 ans, tu sais. Fait que j'ai vécu presque la moitié de ma vie avec la fibrose kystique indirectement, tu sais. Puis... on dirait que des fois, j'ai de la misère à comprendre les gens qui ne comprennent pas, mais en même temps, quand tu n'as jamais vécu ça de proche, tu peux te faire une idée, tu peux être très empathique, mais c'est pas comme de le vivre vraiment directement. Tu sais. Non. Puis des fois, c'est gênant de l'aborder aussi, ces sujets-là. Là. Tu sais, moi, je te connais, mais quand on se voit, c'est dans le plaisir, dans le bonheur, puis on déconne, puis on rit. Fait que c'est difficile de t'amener sur ces sujets-là, là, puis d'en parler, d'en jaser. On a peur des fois de ramener des mauvais souvenirs. On a peur de briser un peu le moment de bonheur. Je pense qu'on le comprend. On comprend la gravité de tout ça, mais
comme tu dis, les détails, on le sait pas, puis maudit qu'on est tombé. Oui, puis quand tu es là-dedans aussi, tu rencontres quelqu'un à l'épicerie, puis il est bien gentil, puis il te dit, puis comment ça va? Comment qu'elle va, Sam, tu sais? Mais quand elle va pas bien, tu n'as pas nécessairement le goût à l'épicerie de dire, regarde, t'as-tu un heure, je vais te faire un portrait de la situation, tu sais? Non, fait que tu dis, ça. C'est ton quotidien, tu n'as pas le goût de jaser de ça à l'épicerie non plus, là. Tu n'as pas le goût d'être le représentant de ça non plus. Des fois, ça fait du bien d'en parler, par exemple, aussi. Tu sais. C'est pour ça que je pense que le regroupement tu dis vivre avec la fibrose kystique, c'est vraiment super important parce que des fois, tu as besoin de parler avec du monde qui comprennent un petit peu ta réalité puis qui vivent un peu ça différemment. C'est sûr que chaque cas est différent, là, mais tu sais, nous autres, on n'a jamais eu d'autres familles proches autour de nous qui vivaient ça. Ben, en fait, il y a le cousin à ma blonde qui reste à Verdun, là, je pense. Puis, mais on ne les voit pas si souvent. Puis c'est un sujet un petit peu malaisant. C'était un peu bizarre comme sujet. T'sais. D'ailleurs, les fibroses kystiques, ils se font, je ne sais pas si c'est encore ça, mais pendant longtemps, ils se faisaient recommander dans des rencontres de ne pas trop s'approcher. Tu sais, la fameuse distanciation sociale, là, pas nouveau, là. Nous autres, ça fait longtemps qu'on vit ça. Là. Donc, dans un party de famille, là, mes enfants étaient petits, puis le médecin nous avait expliqué ça. Puis là, il voyait arriver le grand cousin, puis il s'en allait à l'autre bout de la pièce en le regardant, en disant, lui, il ne faut pas que je m'approche de lui. C'est quand même assez dramatique là, pour un enfant, mais... Oui, effectivement. La situation de la COVID, moi, puis en plus, maintenant, en étant greffée, ben, j'ai plus de système immunitaire parce qu'on prend des antirejet, fait que c'est doublement pire. Mm-hmm. Fait que les gens me disent « Ah, toi, tu dois capoter en ce moment avec la COVID. » Je dis « Ben, tu sais quoi? En ce moment, là, ben, j'ai juste l'impression que le Québec au complet est devenu greffé du jour au lendemain. Parce que soudainement, tout le monde agit exactement comme moi, j'agis tout le temps. Et là, magie, ben, tout le monde me comprend. Fait que c'est fou à dire, mais c'est quasiment plus simple pour moi en ce moment. Parce que les gens qui toussent, ils restent à la maison. On fait pas exprès pour toucher tout partout, tout le temps, pour rien. Fait que moi, je peux slacker un peu sur mes gardes parce que, justement, maintenant, je suis pas la seule à faire attention dans un lot de monde par rapport. Puis là, j'imagine qu'on s'en va dans une époque un petit peu plus aseptisée. On se trouvait aseptisé déjà, mais je pense que les années à venir, on va voir ça différemment. Là, je pense que quelqu'un qui se tousse dans la main, ça n'existera plus là, en 2021. Puis, j'imagine que c'est cool pour les gens qui ont un système immunitaire faible là, aussi. Effectivement. Ils disent il y a du positif dans tout. Ben, il y en a. Et voilà. Et puis, j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit un peu plus tôt. Sarah, tu as dit, dans le fond, les poumons que tu avais eu de greffés, eux autres, dans le fond, ils ont une génétique saine, puis ils ont comme pas la fibrose kystique, mais le reste de ton corps-là, ça veut-tu dire que, mettons, à l'avenir, ta nouvelle paire de poumons ne se rempliront pas de sécrétion, puis tu ne perdras pas de la capacité pulmonaire? Exactement. C'est en plein ça. Fait que mes poumons fonctionnent... je dirais presque aussi bien que des poumons normaux, donc les poumons que vous avez tous, là, finalement. La raison pour laquelle je dis presque normal, c'est qu'on ne se cachera pas que mes poumons sont un petit peu en tabarnane, qu'on les ait délogés de leurs emplacements initiaux pour les mettre dans un endroit qu'ils ne connaissent pas. Ils ont vécu des traumatismes, là, je veux dire, c'est pas rien quand même. Fait que c'est difficile d'avoir une capacité pulmonaire complètement parfaite parce que mes poumons sont encore en tabarnane, parce que mes poumons sont cicatrisés, ils ont été coupés, ils ont été déchirés par la chirurgie, ils ont été remis. Bon, fait que c'est sûr que c'est pas des poumons parfaits, mais bon, là, vous voyez, je suis dans les alentours de 75% de capacité pulmonaire. À comparer aux 7% que j'avais en rentrant en chirurgie, on est ailleurs complètement. Là. Pour moi, j'aime pas dire que c'est une deuxième vie, parce que le concept de deuxième vie, je sais qu'en transplantation, les équipes de transplant me disent souvent ça, puis à chaque fois, je pogne les nerfs, je dis, c'est pas une deuxième vie. C'est un sursis. C'est la continuité de ma vie. C'est une expérience de plus que j'ai dans mon petit baluchon, mais le baluchon, il n'a pas changé. Là. Mes 30 premières années, j'ai les mêmes valeurs, j'ai les mêmes aspirations, c'est la même Sarah, c'est juste que maintenant,
maintenant, j'ai le souffle de pouvoir toutes les faire. T'sais. Fait que j'aime pas le concept de deuxième vie, disons peut-être un nouveau départ, mettons. Mais c'est ça, c'est pas un corps complet qu'on m'a greffé, je dis ça. C'est juste des poumons, mettons, dans le sens que je me suis réveillée le 15 mars au matin, puis j'ai jamais aimé le poisson. J'ai pas commencé à l'aimer parce que j'avais des nouveaux poumons. Là. C'est la même fille, c'est la même affaire. C'est juste que maintenant, sky is the limit, puis c'est ça. J'ai plus de souffle pour chialer, c'est ça. Moi, j'ai une petite question, Sarah. Tantôt, tu as parlé, quand tu parlais de ta greffe, que c'est grâce à un ange ou à une famille. Puis, excuse mon ignorance. Non, il n'y a pas d'ignorance. Est-ce que tu sais c'est qui cette personne-là, la provenance de tes poumons? Ou est-ce que tu peux le savoir? C'est une question à deux volets. Est-ce que moi, je le sais? Non, je le sais pas parce que l'histoire qui a entouré ma greffe a été un peu particulière. En tout cas, de ce que je sais, de ce que j'en déduis, c'est que mon donneur ou ma donneuse est décédé au même endroit que je me suis fait greffer. Puis là, je dis ça sous toute réserve, là, c'est ce que j'en ai déduit. Donc, il y a eu donc, la porte a été barrée à double tour au niveau des informations parce qu'il voulait être certain que ma famille, donc la famille du receveur et la famille du donneur, ne se croisent pas par mégarde aux soins intensifs, mettons. Ça aurait été ordinaire, là. Fait que il y a vraiment, vraiment eu un gros filet de « on ne veut pas que les informations se sachent ». Fait que je le sais pas. Je sais même pas si c'est un homme ou une femme, mais quand, comment, avec qui, pourquoi, j'ai aucune idée. Oui, parce que c'est une question de minutes, là. Absolument. J'imagine entre un puis l'autre, là, c'est ça? Exactement. Okay. Et puis, je le saurais pas. Des fois, j'aimerais ça le savoir, je te cacherai pas, mais en même temps, ce qu'il y a de beau en ne le sachant pas, c'est que c'est personne, mais ça devient aussi tout le monde à la fois. C'est-à-dire que je suis au centre d'achat, je tiens la porte d'une madame en arrière de moi qui veut passer. La madame, je me dis, tu sais quoi, c'est peut-être la sœur de. C'est peut-être le frère de. Je ne sais jamais quand je vais croiser ou si je croiserai ou je croiserai peut-être jamais la personne qui a dit oui puis qui a fait la différence dans ma vie. Fait que, ça devient un peu tout le monde, puis on dirait que les gens qui m'entourent deviennent soudainement. Ça a toujours été. J'ai toujours beaucoup aimé l'être humain, mais plus particulièrement maintenant parce que comme je ne le sais pas, c'est tout le monde. Fait que moi, je ne sais pas. Il y a certaines personnes, parce que j'ai plusieurs amis greffés, vous savez, avec les réseaux sociaux, hein, c'est bien vite des avis de décès, ça se promène d'un ordinateur à l'autre bien vite. Fait que je connais des gens qui sont greffés, qui ont été curieux, qui ont fait des recherches. Il y en a qui savent juste le sexe, il y en a qui savent juste l'âge, il y en a qui savent à peu près. Et il y en a qui, à force de recherche, ont su exactement. J'ai même des amis qui ont déjà rencontré la famille. C'est pas recommandé, mais bon, hein, ça, c'est comme boire de l'alcool avant 18 ans. Bon. Fait que c'est un peu ça, mais en théorie, c'est un don qui est complètement anonyme. On n'en sait rien. Et voilà. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est un ange. Puis on met souvent beaucoup d'emphase sur le donneur ou la donneuse. Puis j'enlève rien à la personne de qui je porte un quelque chose, mais sincèrement, au final, c'est la famille de cette personne-là qui a dit oui. Probablement que ultimement, la personne dont je porte les poumons a plus ou moins eu son mot à dire. C'est la famille qui a souffert cette attente-là. Fait que c'est eux que j'ai souvent envie, tu sais. Je dis oui, j'ai une pensée en haut pour le quelqu'un qui me regarde peut-être puis qui est, j'espère, un peu fier du bout de chemin que je suis avec ces poumons-là. Mais, tu sais, j'ai une deuxième famille maintenant à rendre fière puis à espérer que quelque part, ils me voient la binette puis qu'ils disent qu'ils ont bien fait. T'sais. Tu te mets une belle pression positive. Ben oui. Puis ça m'amène à parler de... Vas-y, Seb. Ça m'amène à parler un peu de l'importance du don parce que il y a beaucoup de gens qui, encore aujourd'hui, là, au Québec, signent leur carte puis ils sont décidés. Je pense que c'est une décision qui devrait être personnelle puis qui devrait être respectée.
Mais pour plein de considérations, là, des fois, autour de la perte d'un être cher, les familles ont de la difficulté à prendre la décision. Puis les médecins, pour des raisons, je pense, légales, si j'ai bien compris, se tournent vers la famille en disant, qu'est-ce que vous décidez? Alors que ça devrait être la personne. Quand tu fais un testament puis tu donnes ta maison à quelqu'un, chez le notaire, il n'y a pas personne qui va te dire, hey, êtes-vous d'accord, la famille? Là? Non, c'est sa décision personnelle. Alors qu'au Québec, le système fait que les médecins, parce qu'ils ont peur des poursuites des familles, font décider la famille. Puis des fois, je pense que tu n'es pas dans le meilleur contexte quand tu es en train de perdre quelqu'un proche pour décider ça. Donc, ce que ça fait, c'est qu'il y a beaucoup moins de dons d'organes au Québec. Le temps d'attente est, je pense, à 2 ans et demi ou 3 ans, là, selon les chiffres que j'ai vus récemment. Bien, maintenant le pourcentage de dons a augmenté. Je veux dire, ça a été quand même assez médiatisé. Mm-hmm. Moi, j'ai été chanceuse. Chanceuse dans ma malchance, mettons, où j'ai attendu 10 mois sur la liste régulière, puis là, il était en train de me perdre, fait qu'ils m'ont transféré sur la liste d'urgence. Mm-hmm. J'ai attendu un petit peu plus de 3 semaines là, sur la liste d'urgence, ce qui veut dire que ça a fait une attente de 11 mois, qui est quand même très long, mais somme toute respectable dans la situation dont on parle. Mais effectivement, il y en a qui attendent longtemps, il y en a qui attendent trop longtemps, puis il y en a qui n'y arrivent pas. Quand tu es listé, on te donne une bine sur l'épaule, on te sourit, puis on te dit « Hey, bonne chance ». C'est un peu ça. Bonne chance, parce que c'est une question de chance d'avoir quelqu'un qui va décéder, ses poumons vont être la bonne grandeur, ça va être le bon groupe sanguin, ça va être les bons cross-match, c'est les bons anticorps. Il faut avoir les mêmes anticorps que le donneur. Il faut qu'il y ait un paquet de choses qui rentrent en ligne de compte qui fait qu'un moment donné, effectivement, j'aime pas dire que je l'ai mérité parce que il y a un gros lot de chance là-dedans. Je connais des gens qui l'auraient mérité en tabarouette. Mm-hmm. Puis ils l'ont pas eu. Puis ils sont décédés avant. Fait que, tu sais, moi, ça me brise le cœur de dire que qu'il y en a qui se sont pas rendus faute d'organes. C'est absurde. Ouais, c'est absurde, complètement. Quand tu vois que dans certains autres pays, comme en Espagne, par exemple, je pense que c'est 3 mois le délai d'attente pour avoir une greffe. Ouais. J'ai vu les trucs, là, je me rappelle plus si c'est Nouveau-Brunswick ou Nouvelle-Écosse, là, il y avait une loi où ils voulaient faire passer une loi comme de quoi que le don d'organes était automatique quand quelqu'un décède, puis ça serait aux gens de démontrer qu'ils veulent vraiment pas. Sinon, de facto, ça serait don d'organes, tout ce qui est sain dans le corps. Ouais, si je me trompe. Non, tu te trompes pas du tout. En fait, ça fait plusieurs années qu'on se bat au Québec pour avoir ça. Ça s'appelle le consentement inversé. C'est qu'en ce moment, 2 choses l'une, là, sur la carte d'assurance maladie, il faut savoir que quand on signe, on ne fait que signifier notre volonté. Il n'y a absolument rien de légal là-dedans. Dans le sens où si toi, tu signes, puis que dans un moment de doute, ta famille ne sait pas ce que tu voulais, vont aller voir ta carte, as-tu signé, t'as-tu pas signé, puis ça peut les aider à faire un choix éclairé. Mais même si tu as signé, si ta famille dit non, c'est bien de valeur, c'est non. D'où l'importance. Dans le cas contraire, que la famille t'aurais pas signé, mais la famille est-ce qu'elle pourrait décider de donner tes organes quand même? Aussi. Okay. Oui. C'est la famille qui a vraiment le dernier mot, d'où l'importance d'en parler. C'est bien plate comme sujet autour d'un verre de champagne à Noël, mais c'est ô combien important, tout aussi important que de savoir, si les parents meurent, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants. Je pense que ça prend une importance aussi grande que ça. Puis dans certains pays, effectivement, maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est le consentement inversé, c'est-à-dire que maintenant, nous, ici au Québec, on signe si on veut. Donc, s'il y a un oubli, s'il y a une négligence puis qu'il n'y a pas de signature, on prend pour acquis que c'est non. Contrairement à certains endroits où c'est l'inverse. Donc, tu signes si tu ne veux pas. Alors, l'absence de signature ou la négligence nous apporte à croire que tu étais pour le don d'organes et que là, à ce moment-là, on peut procéder à un prélèvement si besoin il y a. Fait que c'est juste c'est un peu comme le référendum, là. Juste la façon de poser la question fait toute la différence des fois.
qualité, tu sais, est-ce que ça pourrait, exemple, être notarié? Tu sais, quelqu'un qui voudrait absolument bypasser, mettons, la décision de sa famille, il pourrait notarier ça. Ben, c'est le délai, hein, François. Le notaire, il ne te suit pas en arrêt dans l'ambulance quand il t'arrive quelque chose, là, tu sais. C'est comme une semaine plus tard, là, fait qu'il est trop tard, tu sais. Exactement, mais ça peut se faire... en fait, il y a beaucoup de gens qui décident de le faire notarier sous, comment ils appellent ça, sous témoin. C'est-à-dire que, tu sais, comme moi, mes parents, ils ont fait leur testament. Fait qu'ils l'ont mis dans leur testament pour être sûr que mon père est au courant puis que ma mère est au courant qu'évidemment, les deux veulent donner leurs organes. Sinon, je les aurais battus, là. Bon. Fait que, il n'y avait comme pas le choix, anyway. Non, mais de toute façon, moi, en tant que parent, je peux te dire que, tu sais, c'est sûr qu'après ça, tu te poses la question, tu fais comme, ben non, ça serait quoi? Je peux pas comprendre quelqu'un qui refuse ça, là, tu sais. Exactement. Je dis, regarde, mon enfant, et si je le perds, ou ma blonde, ou mon père, ou n'importe qui, tu sais, s'il peut aider la vie, il peut sauver la vie de 4, 5, 6, 7, 8 personnes, là, tu sais, plutôt que de l'enterrer, puis merci, bonsoir, tu sais. Fait que, tu sais, comme parent, je peux pas comprendre que... Moi, tout, j'ai tendance à... Je trouve ça illogique de refuser. J'imagine qu'il y a des raisons pour eux, c'est ça. Moi, en même temps, je respecte aussi il y a des gens qui ont des raisons philosophiques ou religieuses ou personnelles, tu sais. Il faut respecter ça, là, tu sais. Mais, absolument. Moi, je suis beaucoup, beaucoup dans le respect de la chose. C'est-à-dire que moi, ce qui m'enrage dans le processus, c'est pas quelqu'un qui dit non dans le sens où je comprends pas, mais ça m'enrage pas parce que la personne fait une démarche intellectuelle qui l'amène à prendre une décision de oui ou de non. Moi, ce qui m'enrage, c'est la négligence de s'arrêter puis d'y penser. Arrête-toi, pense-y. Qu'est-ce que tu veux, toi? Si c'est non, je comprends pas, mais je respecte. Si c'est oui, tant mieux, c'est correct. Mais ça arrive si souvent que je parle à des gens puis qui font « Bof, j'ai jamais pensé à ça » ou « Je le sais pas trop » ou « Hey, moi, je parle pas de ça, voyons donc. » Ben, c'est important, tu sais, arrêtons. C'est de parler de la mort, hein, tu sais. J'imagine, puis j'extrapole, mais tu sais, toi, Sébastien, là, tes enfants vivent avec ça. Puis toi, Sarah, aussi, depuis que t'es petite, que tu es au courant de ça. Fait que c'est, tu sais, dans le fond, vous apprivoisez un peu la mort, tu sais, mais la plupart des gens veulent zéro parler de la mort, là, tu sais. Si t'as pas quelque chose qui te relie à ça, c'est un méga tabou, là. Fait qu'en même temps, les gens... Tu sais, je me fais l'avocat du diable, là. Je me dis, les gens veulent pas parler de ça, tu sais, ça les stresse beaucoup. Nous, on en a parlé souvent. Moi, j'ai une cousine qui est greffée des reins, dans le fond, là, dans ma famille. Fait que, tu sais, on a été sensibilisés à ça bien jeune. Puis, tu sais, là, elle est rendue comme à 26 ans. Puis, tu sais, on l'aime beaucoup. Fait qu'on en parlait, là, plus jeune. Mais j'imagine que c'est pas dans toutes les familles. Il y a des familles qui veulent pas. Puis, je me dis aussi, tu sais, si on parle Bruno disait ça tantôt, on parle d'une question de minutes. Si la famille n'est pas là pour donner son accord ou pas, j'imagine qu'ils passent à un autre appel. Ils ne peuvent pas dispatcher les organes sans le demander. Comment ça fonctionne? Ben, il y a 1 milliard, il y a autant de scénarios qu'il y a de décès au Québec, là. Fait que c'est difficile vraiment de t'expliquer le processus exact parce que chaque scénario est bien différent. Mais nécessairement, quand tu annonces la mort cérébrale ou la mort clinique de quelqu'un, il faut que tu l'annonces à un membre de la famille. Fait que bien souvent, ça vient de concert avec la discussion du don d'organes. Ceci étant dit, ne reçoit pas des organes qu'il veut, mais ne donne pas des organes qu'il veut non plus. Dans le sens où ça prend des morts vraiment très, très spécifiques pour devenir un donneur potentiel. Je lisais dernièrement quelque part, puis je parlais à mon pneumologue de greffe qui me disait, je suis moi-même tombée en bas de ma chambre, et pourtant je gravite beaucoup dans ce domaine-là, puis il me disait, tu sais, Sarah, au Québec, on a 8 fois plus de chances de devenir un receveur d'organes, tout organe confondu, que de potentiellement être un donneur d'organes. Ah oui, 8 fois. Puis on dirait que quand on sort cette statistique-là, moi, j'ai envie de dire à ceux qui hésitent, et si c'était toi? Parce que tu as 8 fois plus de chances d'en avoir besoin un jour que de potentiellement
être capable de donner en raison des situations de mort de la majorité des gens. Fait que soudainement, tu fais OK, mais j'ai 8 plus de fois de chance d'en avoir besoin. On dirait que ça met toute la question en perspective quand on revire la médaille de bord. Tu sais. Ben, plus que tu en parles, moi, plus que je trouve ça aberrant que ça soit pas comme légiféré ou quelque chose comme ça. Tu as des gens, dans le fond, ce que je comprends, c'est que le donneur, là, dans le fond, c'est un mix super rare. Là, c'est pratiquement de gagner à l'auto, là, d'avoir une compatibilité. Ça devait être quasiment criminel. Là, c'est quasiment de la non-assistance de quelqu'un en danger là, de pas le faire. Là. C'est sûr que moi, je suis zéro religieux, là, mais... C'est sûr que j'aurais de la misère à débattre avec toi parce que je suis 100% d'accord, évidemment. Mais j'aime quand même avoir un discours de respect envers les gens qui disent non. Je me dis, c'est les dernières volontés de quelqu'un, puis c'est correct. C'est correct de ne pas vouloir. Il y a des pharaons égyptiens qui se sont fait enterrer avec leur fortune, puis leurs esclaves, puis leur famille, puis tout ça. C'est sûr qu'on ne comprend pas, nous autres. Là, tu dis, là, à quoi ça servait de faire ça? Là, ils font un peu... Tant qu'à moi, c'est vraiment mon opinion, les gens qui consentent pas au don d'organes font un peu le même move, tu sais. Mais bon, exactement. Oui, il aurait servi à quoi mes poumons une fois dans le cercueil? Elle sait bien pas, là. Elle sait bien pas à quoi il aurait servi, puis là, j'ose croire qu'ils servent un peu plus que s'ils étaient dans une boîte de bois. Du moins, je m'en fais une mission maintenant je pense que ça marche. Rentabiliser ça. Je te regarde aller, je t'écoute parler, puis je pense que c'est un bon investissement. J'espère. Moi, j'aurais une question, Sarah. Tantôt, tu expliquais que votre organisme... il y avait d'autres organismes, en fait, qui s'occupaient beaucoup de la santé des fibroses. Puis, la recherche, puis tout ça, oui. Oui, la recherche. Puis que vous aviez plus un angle social, comme du problème. Puis, dans le fond, c'est quoi la mission de votre organisme? C'est quoi, comme, vos actions concrètes que vous faites? On fait beaucoup de trucs avec un trop petit. On a bien fait de l'inviter, le petit jeune, hein? Oui, il y a des bonnes questions, Victorieux. Ça vient de plancher 19 émissions de mes questions. Je te dirais qu'on fait beaucoup de travail de terrain. Donc, la mission principale, c'est de la diffusion d'informations parce que malheureusement, quand tu te retrouves dans la ville de Québec ou de Montréal, l'information sur la fibrose kystique ou sur ta propre condition est assez simple et directe. Quand tu te retrouves à Rouyn-Noranda, c'est peut-être moins facile d'avoir de l'information sur ta propre maladie. Fait qu'on fait beaucoup de diffusion d'informations. On a des publications là, papier, comme dans le temps, là, qu'on envoie à nos 1000 membres avec toutes sortes d'informations pertinentes selon les saisons. Puis on fait beaucoup aussi la promotion des bonnes habitudes de vie, puis des saines habitudes de vie, puis on vient souvent en aide aussi aux conditions de vie. J'aime diviser les deux, là. Donc, vraiment des conditions de vie des gens avec la fibrose kystique. Puis je te donne un exemple de truc bien concret auquel les gens font « Hey, j'avais pas pensé à ça. » Mettons, si on parle dans le milieu du travail, c'est pas vrai de dire que tous les patrons sont compréhensifs. Fait qu'il y en a qui vont engager des fibrokystiques en pensant « elle a l'air bien correcte, mais le jour où je t'annonce que je prends 3 semaines off parce que je suis hospitalisée, là, soudainement, mon poste est coupé ou ils trouvent le moyen de nous mettre à pied. » Fait qu'il y a beaucoup, il y a des gens aussi qui veulent bien faire des études pour bien gagner leur vie, mais que leur santé ne leur permet pas. Fait qu'ils se ramassent pas de secondaire 5, pas de bon job, fait que les conditions financières sont difficiles. L'exclusion sociale peut être quelque chose aussi. On fait de la défense de droit beaucoup aussi. Maintenant, ce qui arrive, c'est que avec les fibrokystiques, on est un peu victime de notre succès dans le sens où maintenant, avec la science qui avance, on vit de plus en plus vieux, mais on dirait que la société n'a pas évolué avec l'idée qu'on a des fibroses kystiques qui ont des besoins. Des besoins, mais qui ne sont pas les besoins de la majorité des gens de la société. Fait qu'on les amène beaucoup plus vieux, mais on ne leur donne pas les moyens d'avancer. Ne serait-ce que, puis là, je reviens à l'idée parce que je déménage bientôt puis je vois mes boîtes, là, mais
juste de trouver un assureur pour mon condo. Mhm. Quelqu'un qui veut assurer une FK greffée. Le bordel! Non. Fait qu'on te dit, hey, on va te faire vivre plus vieux, mais tu peux pas t'acheter une maison parce que t'es pas assurable. On pense que tu es assez en santé pour avoir des enfants, mais souvent, on va pas être fertile. Fait que là, on se tourne vers le in vitro, mais le in vitro n'est pas déboursé parce que la fibrose kystique fait pas partie des maladies qui est déboursée. Fait que le in vitro marche pas. Fait qu'on se bute à toutes sortes de problématiques sociales d'une société qui a comme pas évolué en même temps que la médecine. Bref, on se bute à toutes sortes de problématiques, puis c'est un peu dans ce sens-là que nous, on rame. Puis on va faire aussi beaucoup, on a une intervenante sociale qui va faire de l'intervention sociale pour ceux qui n'ont pas nécessairement ça prend quand même, solide pour ça venir prend en aide aussi. Capacité. Exactement. Des fois aussi, dans notre bon, tu sais, il y a du bon dans notre système de santé, c'est sûr. Là. Puis tous les matins, je me réveille en me disant qu'on est chanceux de vivre au Québec quand même, parce que si on vivrait dans un État américain, probablement que je n'aurais pas été capable de payer les soins de mes enfants dans les dernières années. Là. Mais il y a aussi des fois des combats qu'il faut mener, tu sais, puis pour être capable d'argumenter puis de se débattre pour avoir des services, des fois, il faut quand même travailler très fort. Là. Fait que de se sentir appuyé, c'est sûr que... Hey, mettons, là, pour terminer, Sarah, là, nous autres, là, les petits kidams blancs là, émotifs là, comme moi, là, comment ils peuvent faire pour aider là-dedans? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? C'est-tu au niveau politique? C'est-tu au niveau du financement? C'est-tu au niveau juste de la sensibilisation? C'est sûr que je prêche pour ma paroisse, hein, pas folle, tu sais. Fait que c'est sûr que, nous, notre organisme, vivre avec la fibrose kystique.com, c'est pas compliqué. Évidemment. Bonne présidente, hein? Oui, là, tu sais, on m'offre l'opportunité, je la prends. Hein? Mais on fait beaucoup, 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 beaucoup avec très, très, très peu. On a un budget hallucinant dans le sens où c'est fou ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Imaginez si on avait encore plus ce qu'on pourrait faire, puis on pourrait déplacer. Tu sais, on déplace des buts en ce moment, mais on a envie de déplacer des montagnes. Fait que c'est sûr qu'un don, quelle que soit la hauteur, c'est toujours le bienvenu à vivre avec la fibrose-kystique.com. Sinon, signez votre carte de don d'organes, parlez-en. Puis, sachez une chose, c'est que si jamais la vie met un ou une greffée sur votre parcours, c'est probablement une des choses dont on est le plus fier. Alors, si vous avez des questions, si vous avez envie d'en parler avec la personne, ne soyez pas gênés parce que je ne connais pas un greffé qui va reculer à l'idée de parler de sa seconde vie. Voilà. Tu dois être une bonne présidente parce que tu t'exprimes bien. Je trouve que tu es super bonne pour expliquer de façon très imagée aussi tout ça. C'est sûr qu'on se le fait tellement demander à chaque semaine pendant toute notre vie, mais je trouve que tu as des belles images que je vais essayer peut-être de te voler là, pour expliquer des choses. Vole, je te donne tous les droits d'auteur, il n'y a pas de problème. Bravo. Ils sont tous à toi. T'es vraiment inspirante, Sarah. Puis moi-même, si je pensais que c'était comme de l'acquis là, chez nous, là, je vais quand même avoir une bonne discussion avec ma famille là-dessus là, pour le don d'organes. Puis, tu sais, quand c'est quelque chose qui touche beaucoup. Moi, je suis un petit émotif, là, puis je trouve ça bien beau de te voir aller. Puis... c'est bien gentil. Merci. C'est ça. Merci à celui ou à celle qui est là. Je ne sais pas. C'est qui, mais merci à eux. Ouais. On va continuer avec notre deuxième invité, François. Oui, on va jaser de la loi 61 hein, avec... boy. Gros dossier. En tout cas, j'ai bien hâte de t'entendre jaser de ça. Écoute ça, Julien. Julien Turgeon. Wow! T'es plein de talent. Mais quand tu t'assis dans une salle avec plein de guitares en arrière de toi, puis un clavier, il faut qu'un peu que tu montres que tu sais jouer de quelque chose après. Là, c'est vrai, d'accord. Salut Julien, merci d'être là, je suis content que tu sois là. Ça fait plaisir. Fait que là, il y a ton ami qui est venu nous faire une recette de pain, puis là, toi, tu t'es dit, ça y est, là. Non, moi, je prends un autre angle. Je vais vous faire une belle petite... Il y a un des amis à Jacob... oui, Jacob.
Ben oui. Ouais, c'est un de mes plus grands amis. C'est comme presque son frère aussi, tu sais. Ouais. Hein? Bon, on t'écoute, nous autres. Tu nous as fait une vraie chronique, là, toi. Là. Ouais, moi, je fait une petite chronique. Son devoir, puis tout, là, on t'écoute. Vas-y. Fait que, ce soir, je vais vous parler là, du plan diabolique de la CAQ. Là. Fait que, notre gouvernement, il s'est comme retrouvé dans les forces de l'Assemblée nationale dans les dernières semaines pour concevoir la loi unique, là, comme une loi pour les gouverner tous, comme on va dire. Donc, la loi 61. Fait que, cette loi-là, elle a fait beaucoup couler d'encre dans les dernières semaines, et avec raison. Fait qu'aujourd'hui, je vous propose de faire un petit débrief de la situation, pourquoi elle a fait autant jaser, puis pourquoi les groupes d'opposition étaient autant en colère. Donc, dans les dernières semaines, on a qualifié la loi de loi mammouth. Je comprends pas trop la comparaison entre les mammouths et la loi, à part que les deux sont gros et qu'ils veulent nous ramener dans un Québec préhistorique. Les deux sont disparus aussi depuis. Les deux sont disparus. Mais ils vont revenir. Le mammouth, tu penses que le mammouth va revenir? Ils en ont trouvé un de congelé, là, tout beau encore. Ce soir, je décide de renommer la loi. Avec vous, je décide de lui donner un nouveau petit prénom, un tout petit prénom. Après avoir lu la loi, moi, j'imaginais M. Legault dans une caverne sombre, en Gollum, en train de flatter son projet de loi, disant mon précieux, mon précieux. Donc, on va rappeler la loi mon précieux ce soir. Ça va être beaucoup plus intéressant. Donc, François est content. Là, François, c'est sûr qu'il est content. Ils sont pareils comme les CHSLD. Il est en pamoison. OK. Cette fameuse loi, c'est quoi le vrai problème? Pourquoi l'opposition est-elle autant fâchée? Pour le comprendre, je vais juste expliquer le processus habituel de l'adoption d'un projet de loi. Donc, en premier lieu, un des partis à l'Assemblée nationale propose un projet de loi en chambre. Là, ce projet de loi-là, il est ensuite apporté en commission parlementaire. Commission parlementaire, c'est comme un petit groupe de députés qui retravaillent la loi de A à Z pendant des heures et des heures. Ça peut prendre des semaines. Ils peuvent demander l'avis d'experts, d'avocats. Ils retravaillent la loi au complet. Ensuite, la loi est renvoyée en chambre où tous les députés peuvent débattre de la loi de façon civilisée et pas du tout partisane. Ensuite, la loi est renvoyée encore en commission parlementaire où elle est rediscutée, redébattue pour finalement être votée et adoptée en chambre. C'est un processus qui peut prendre des semaines et des mois. C'est ultra long, mais c'est ça la démocratie. C'est long et pénible. Donc, quand la CAQ dépose son projet de loi 61, une semaine avant la fin des travaux parlementaires, on peut comprendre que les processus démocratiques d'adoption de loi vont être passablement accélérés. Dans ces circonstances, une adoption de loi éclairée et purement démocratique, c'est quasi impossible. C'est donc pourquoi les groupes d'opposition se sont levés en criant qu'ils étaient super contents d'avoir fait arrêter le projet de loi parce qu'il voulait aller jouer au golf, il n'avait pas le goût de continuer à travailler, c'est ça, hein? Il était comme... On a sauvé la démocratie. Il aurait pu continuer, là, mais bon. Techniquement, il pourrait continuer. Mais il paraît que l'été, il fait trop chaud pour être dans l'Assemblée nationale. Peut-être qu'ils n'ont pas d'air climatisé. C'est ça. C'est donc la véritable boucherie du processus démocratique qui a créé autant d'indignation de la part de l'opposition. Mais il y a aussi la nature de la loi en tant que telle qui a fait beaucoup jaser. La loi a pour objectif la relance économique du Québec. C'est vraiment un des objectifs principaux, de la CAQ. L'économie, c'est comme leur petit joyau. Pour arriver à cette relance économique-là, la loi donne le pouvoir au gouvernement de désigner des projets d'infrastructure publique pour les faire construire. Puis le projet de loi implique aussi que les projets qui visent l'autosuffisance médicale ou alimentaire du Québec, ils ont le droit à des mesures d'accélération. Ces mesures comprennent entre autres plein de façons d'alléger les règlements protégeant l'environnement, mais aussi la suppression de certaines mesures fiscales servant à s'assurer que l'argent de nos taxes et nos impôts ne soit pas dépensé de façon tout croche, qu'on ne paye pas trop cher pour des infrastructures ou qu'elles se ramassent dans le crime organisé. Tu sais, la commission Charbonneau, là, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est pas une fiction? Il me semble que c'est une fiction, ça. C'est comme... c'est un téléroman. Ça a joué après Les Feux de l'amour, je pense. C'est le premier buzz à Ken Pereira.
pense pas que c'était vraiment dans la réalité, ça. C'était plus dans le domaine de la fiction. En tout cas, les leçons qu'on en a tirées là, de cette commission-là, ben ça prend le bord. Fait que je comprends que la CAQ veuille aller vite, là, mais on peut aller vite sans perdre des morceaux. Fait que ces mesures sont donc comme des mesures qui se rapprochent d'une destruction totale de notre environnement payé à nos frais. Je fais des petites blagues, là, puis je taquine François. Je comprends que c'est un projet de loi essentiel. François mais... Legault. Ben oui, François Legault. Parce qu'on a François Grenier aussi ici, là. Hein? J'avais compris, moi. OK. Ah, oui. Mais le François avec un grand F. Ah, excuse, là, OK, oui. notre leader québécois. Donc, je demanderais à François de se calmer un peu le pompon puis de réfléchir un petit peu avant d'agir. Oh, tu lui fais un peu la leçon? Mais je lui fais la morale. Là. OK. J'ai le droit, je suis la jeunesse, c'est mon avenir tout de même. Ah, c'est bon, ça. Okay. En plus de toutes ces mesures, la CAQ elle propose dans cette loi la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'à ce que la CAQ juge que ça soit plus nécessaire. Je pensais que moi que la loi visait une relance économique, puis non une attribution de droits indéterminés. Il faut comprendre que l'état d'urgence sanitaire, ça doit être utilisé pour régler des problèmes comme des catastrophes naturelles, des épidémies, des pandémies ou des attentats terroristes, et non pour relancer l'économie. Je vais glisser mon opinion ici, mais je pense que ce serait un peu abusif d'utiliser l'état d'urgence sanitaire qui concède d'énormes pouvoirs au gouvernement pour relancer l'économie. Mais en même temps, ça vient du même gars qui voulait que l'armée reste un an de plus dans ses CHSLD. C'est vrai. Je pense qu'il est en amour avec le pouvoir, M. Legault. Oh, c'est une opinion personnelle, ça, on dirait? C'est une opinion personnelle. Le boss de Mais on a le droit ici, c'est pas... Oui, on a le droit. On n'est pas à Radio-Canada, tu as le droit de ça. OK. Tu peux dire tout ce que tu veux. Oh oui. OK. Comme contre-exemple au plan de relance économique de la CAQ, j'aimerais dire quelques mots du plan de relance du Danemark. Puis un peu comme au Québec, le Danemark prévoit relancer son économie avec plusieurs projets, dont des projets d'infrastructure. Il vise, entre autres, 3 secteurs. En premier, ils visent la rénovation de leurs bâtiments publics pour les rendre verts. Donc, ils veulent s'assurer de perdre le moins d'énergie possible en chauffage, etc. Ils visent aussi l'investissement majeur dans les énergies renouvelables et finalement, ils veulent soutenir toutes leurs entreprises locales. Bizarrement, pour faire toutes ces choses rapidement, ils n'ont pas besoin de loi spéciale leur accordant des pouvoirs indéfiniment pour accomplir ces choses. Fait que peut-être que la CAQ a mal calculé ces choses, mais ils devraient revoir leurs calculs. Pour terminer dans les critiques de la loi, j'aimerais pointer que le fait qu'en se donnant le droit de choisir les différents projets publics qui seront construits, la CAQ centralise un pouvoir qui, selon moi, gagnerait à être attribué à ceux qui connaissent sur le bout des doigts leur milieu. C'est-à-dire les conseillers municipaux. Par exemple, je pense qu'au lieu de concentrer ce pouvoir-là à Québec, on pourrait le confier à des acteurs régionaux et aux municipalités. Voyons, j'ai vraiment de la misère avec mon pouvoir régional. Papier, panier, piano. Pour moi, tu es un centralisateur, tu as de la misère à dire régionalisation. Hey, ça doit être ça. Je suis un agent, je suis infiltré. Fait que, on devrait confier ce pouvoir-là à des acteurs régionaux et aux municipalités qui connaissent bien mieux les enjeux et les besoins de leur région que des fonctionnaires étrangers. En fait, je pense qu'au Québec, on est comme pris dans un gros bourbier où on a laissé nos systèmes sociaux trop longtemps sans attention et où l'institut politique et la bureaucratie sont tellement devenus lourdes et grosses qu'il est plus tentant de passer par-dessus nos systèmes à l'aide de lois telles que la loi 61 que de réformer ces systèmes pour les rendre plus performants. Monsieur Legault, prends des notes parce que l'année prochaine, tu retournes en chambre avec la loi 61 puis il est mieux d'être prête pour que l'opposition elle aime ça puis que ça soit le plus démocratique possible. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur la loi 61. Le public est en délire ici dans le studio. Moi, mettons que je veux qu'on en jase un peu. Là. On peut-tu le féliciter quand même? Là? J'aimerais ça dire que c'est un jeune de 19 ans qui vient de s'exprimer sur la loi 61. Là, puis il a bien fait ça. Puis je connais beaucoup de personnes beaucoup plus âgées
qui auraient des notes à prendre, là, tu sais. Fait que quand on dit que les jeunes, ils t'intéressent pas à ce qui se passe, puis tu te le quittes, là, tu sais. Merci beaucoup, Julien. Je suis fier de toi, vraiment. Tu sais que Seb, là, si tu as des choses à dire à Kylian, vous pouvez faire ça ensemble hors podcast. Non, mais tu l'as avec intelligence et humour, là, puis lucidité, c'était super bien dit. Vas-y, Bruno. Bruno. C'est sa mère qui a préparé son speech. Moi, je trouve ça important de favoriser sa lucidité parce qu'il n'est pas encore à l'Université de Montréal. Donc, c'est encore là. Toi, t'as étudié à l'UQAM, toi, c'est ça? Dans l'Université de Laval à Québec. Hey, moi aussi, yes sir, man. Mon alma mater. C'est ça, moi aussi. Bon, bravo. Je ne me laisserai pas corrompre par la métropole. Non, je ne me laisserai pas corrompre par la métropole. Mais, moi, quand j'ai trouvé intéressant de la loi 61, et surtout quand ça n'a pas marché, mettons, puis tu l'as très bien décrit, Julien, en passant, c'est génial. En passant, mon oncle, c'est François Legault. C'est une blague. Pas vrai du tout. Mais moi, quand j'ai trouvé intéressant, c'est quand la loi a avorté, le seul exemple que malheureusement qu'on a sorti, c'est les fameuses stations de la ligne bleue de Montréal, du métro, que là, on ne verrait pas le jour. Il faut savoir que ces stations-là ont été acceptées et autorisées par René Lévesque en 1980 et ne sont pas encore là. Fait que d'après moi, ce n'est pas les 2 mois d'été qui vont. T'es sérieux? C'est vrai, ça, ce soir-là? Oui, c'est vrai, c'est très, très vrai. Ben oui, ce que je te dis là, c'est le prolongement de la station, de la ligne bleue, jusque dans le coin d'Anjou, qui, honnêtement, là, Sarah pourrait nous le dire, qui ne sera pas bien loin à Repentigny, mais qui favoriserait beaucoup le transport en commun de tout l'Est là, de Montréal, puis l'accès à l'île. Ça, c'était accepté dans le temps de René Lévesque. Et à partir de là, il y a toujours eu des politiqueries qui ont fait que ça n'a jamais fonctionné, puis ça n'a jamais été là. Puis à un moment donné, quand ils ont allongé le métro vers Laval, dans le fond, ils ont mis la ligne bleue de côté pour aller vers Laval au niveau du métro parce qu'il y avait des gains politiques plus importants à faire sur ce bord-là. Tout simplement parce que c'était les libéraux qui étaient là, probablement. Fait que il y a cet enjeu-là, mais ça m'a fait rire un petit peu quand on a vu cet enjeu-là sortir le vendredi. Pensez-vous que c'est comme un test, ça, cette affaire-là? Ben moi, je pense qu'il pense, honnêtement, ça, c'est mon humble avis à moi, là, mais c'est un mauvais calcul politique où je pense qu'il. C'est un mauvais calcul ou bien il est dans sa bulle puis il se fait tellement dire qu'il gère tellement bien ça. Vous voyez qu'il y avait un appui populaire record. Là, qui... Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Fait que lui, il est dans cette bulle-là. Fait qu'il a l'impression que là, il y a comme une espèce de légitimité puis un pouvoir populaire qui permettent de faire ça. Tu sais. Là, j'ai deux opinions sur la loi. Je vais aller jusque-là pour voir si ça va passer ou pas. L'opposition qui est muselée aussi, la plupart ont de la misère à se creuser un trou. C'est sûr, quand c'est Gaétan Barrette qui vient de faire la morale sur l'éthique, puis et en tout cas, tu fais comme, ben là, en fait, moi, je pense que ce qui s'est passé, là, alors, quand tu présentes un projet de loi, souvent, tu vas demander un peu plus de ce que tu veux vraiment. Comme ça, tu peux faire des concessions, puis tu parais bien... oui, mais tu fais pas ça une semaine avant la fin. Là, tu fais ça si tu as du temps. Dans le fond, ils sont allés chercher tellement... Ils ont poussé tellement haut la note que l'opposition a vu le débat public qu'ils pouvaient faire avec ce qu'il y avait dans le projet de loi. Fait que la CAQ s'est fait ramasser tout de suite. C'est devenu un débat public, dans l'opinion publique. Puis là, l'opposition, il était super content. Il y avait enfin quelque chose qu'ils pouvaient reprocher à la CAQ. Puis là, ça a fait un tollé. Puis là, ils ont pu l'arranger. C'est soit ça, ou ils étaient tellement pas prêts de faire un projet de loi qu'ils ont fait un projet de loi qui savaient qu'il n'allait pas être accepté. Comme ça, ils pouvaient remettre ça en automne. On a les mains lavées. Bon, ben moi, je pense que c'est ça. Puis en faisant ça, tu peux mettre après ça les retards de construction, puis les délais, les affaires. Tu peux dire, ben nous autres, on voulait aller vite, là, puis on a proposé quelque chose. Ouais, c'est les autres partis qui n'ont pas compris, puis qui ne comprennent pas les régions, puis qui ne comprennent pas l'importance du développement économique, puis nanana, tu sais. Puis la majorité des projets qui auraient été faits étaient dans la plateforme électorale de la CAQ. Il ne faut pas oublier ça non plus. Fait que donc, si ça avait fonctionné, tu as deux choses. C'est que tous tes chantiers sont mis en cours, mettons, dans 2 ans où c'est ton élection. Fait que donc, tu dis, regarde, nous autres, tout ce qu'on a promis, on l'a mis en jeu là. Donc, ça fonctionne. Ou encore, puis si tu perds, ben, c'est la faute des autres. Là, c'est en plein ça, comme tu viens de dire. Peut-être. Et moi, je pense qu'il y a un côté aussi, parce que François allait dire tantôt, là, je pense qu'il surfait beaucoup aussi sur... Ils ont été un petit peu pris de court, et pas par l'opposition, mais par vraiment l'opinion publique, par les structures publiques.
quand il y a un comité de la commission Charbonneau qui me dit attention, quand la vérificatrice générale a dit attention, ben ça les a un peu, ça a fait des gens bêtes qui s'attendaient peut-être pas à avoir de ce côté-là. Ouais, c'est peut-être là qu'on voit aussi un peu que c'est pas un parti qui existe depuis 30 ans puis qui ont vécu. C'est la victoire du contre-pouvoir. Hein? Cette loi-là, mettons, le break de ça, moi, je trouve que c'est la victoire des contre-pouvoirs qui sont là, pas pour rien. Puis, à un moment donné, si tu veux gouverner dans une démocratie, ça prend des contre-pouvoirs. Puis, je pense que là, on a vu... puis Julien vient de... ça, c'est discutable. Mais c'est une fausse victoire. Avec Donald, lui, il dirait les contre-pouvoirs, c'est fatigant. Oui, mais je pense que c'est... Oui, ben... Puis, honnêtement, un contre-pouvoir, ça peut être... Oui, ça peut être... Un contre-pouvoir, trop de pouvoir, oui, ça peut être un peu breakant aussi, là. Tu sais, c'est pas tout... faut juste faire attention. On peut pas tout gérer par du contre-pouvoir non plus, là, je pense. Là. Les contre-pouvoirs, ils ont juste du pouvoir quand ils ont l'appui de l'opinion publique. Sinon, ils n'ont pas vraiment beaucoup de pouvoir. C'est juste un... Parce que si la CAQ avait vraiment voulu passer la loi, il aurait fait passer la loi sous Baillon. Comme le libéraux l'a fait dans toutes les années en passant. Ouais. Hein? Parce que les libéraux faisaient comme tu as dit tantôt. Là, ils sortaient une chose mammouth, eux autres aussi, à une semaine d'avis, qui avait à peu près 3 heures pour en parler. Puis de toute façon, ils passaient sous Baillon anyway. C'est ça. Oui, c'est ça. Okay. C'est complètement ridicule. Fait qu'on vit dans une démocratie au final. Ah, ben c'est une bonne nouvelle quand même. Bravo, Julien. C'est une bonne nouvelle parce que semble-t-il que la démocratie, c'est le moins pire des systèmes. C'est le moins pire. C'est ça qu'on a. On les a pas tous essayés. Hein. C'est au conseil de Lassard, je pense qu'il y a zéro démocratie. Hein. C'est ça qu'on m'a dit. Hein. Ben, je sais pas, mais tu as assisté à notre dernier conseil. Fait que tu pourrais nous en parler. Il n'y a pas eu beaucoup d'échanges des citoyens. Hein? Je suis probablement la seule humain en dehors de la région de l'Abitibi qui a écouté un conseil de ville de Lassard. Mais tu sais, le conseil de ville live sur Facebook, là, ça nous a permis de quadrupler puis même cinquupler, je ne sais pas si ça se dit, mais le nombre de personnes qui assistent à notre conseil. Oui, parce que moi, j'avais... 15 à 100, c'est quand même incroyable. Mais moi, je faisais beaucoup d'insomnie avant, puis c'était vraiment un bon remède. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir. Ben c'est ça. Hein? On a eu quand même, au moins, on a eu quand même une belle semaine d'actualité. Puis moi, ce que je voulais vous parler aussi là-dessus, c'est que ça m'a fait un peu rire qu'il y a du monde qui avait clairement pas lu la loi, qui avait clairement pas trop de... Il n'y avait pas, une opinion réfléchie sur le sujet, mais là, il était vraiment pour. Ou bien il était vraiment contre. Sentez-vous ça aussi? Il y a comme une espèce de polarisation, puis le monde sont de plus en plus cave. Il y a eu une manifestation à la serre, d'ailleurs. Y avait-tu du monde? Sais-tu s'il y avait bien du monde? Ben moi, je passais à pied parce que je voulais montrer à mes garçons c'était quoi une manifestation. On en parlait. C'était pas beau, hein? Il a vanté, toi, puis c'était pas il mouillait, puis... Non, mais ça revient à ce que tu dis, Sébastien. J'avais l'impression que c'est pas là que j'allais avoir des discussions sur cette loi-là, mettons. Là. Il y avait un papier là, qui était avec des points décrits dessus, qui était vrai. Un flyer, genre, qu'on distribue au monde? Un flyer grossier, mettons, mais tu sais, quand même, là... à portée de tout le monde, mettons. Puis là, ils distribuaient ça là, un petit peu partout, là, dans les épiceries puis dans les commerces. Là, ma mère, OK, j'ai pas vu ça. Puis je pense qu'ils l'ont fait un peu de manière cavalière. Cavalière. Moi, qu'est-ce qui m'a impressionné dans tout ça, c'est comment quelqu'un... puis c'est souvent les mêmes personnes, en tout cas, c'est nos fils Facebook. Tu revois les mêmes collègues du secondaire, tu sais, mettons, là, qui ont passé tout d'un coup de spécialistes du COVID-19, OK, à spécialistes du système 5G, parlementaire, du 5G, et à spécialistes d'un coup de la loi 61, quand tu te demandes sciemment si il est capable de lire 2 paragraphes, mettons. Oui, mais il paraît que tu peux apprendre beaucoup de choses en écoutant des vidéos YouTube. Oui, fais tes recherches. Fais tes recherches, Bruno. Non, c'est juste Non, mais c'est vraiment fascinant, là, pareil. Ouais, tout le monde a une opinion, puis ils sont vraiment... Ben cool, non? Mais dans un an, Sébastien, là, où la moyenne d'attention à une vidéo là, est 1 minute et demie, quelqu'un qui se tape 3 heures de documentaire sur YouTube, il a l'impression d'avoir fait le tour d'un sujet. Je pense qu'il a fait un doctorat sur le sujet, là. Il s'est jamais concentré plus que 3 heures sur un sujet. Puis là, il a fait 3 heures. Lui, il fait comme « Yes, sir, j'ai un PhD en 5G. » Écoute,
le petit topo de Julien, le filmé, tu mets ça sur les réseaux sociaux, ça devient le spécialiste de l'Abitibi, de la loi 61. Man. Pense-y. C'est intéressant. Je connais des élus qui connaissent pas le système politique comme lui, là. Oui, mais tu sais, avec une loi pour les gouverner tous. Ah oui, hein, tu l'as aimé, celle-là. Ah. Ouais, il y a eu des... Je pense qu'il y a comme une petite influence, ce gars-là. On dirait que... Il y a eu des discussions avec sa famille avant. Quand il a fait Mon Précieux, j'ai fait « Ah, mais il me semble que j'entends Isabelle dire Mon Précieux. » Non, c'est moi qui lui ai tout appris. Ça va dans l'autre sens. OK, bien sûr. En plus, avec des références de ma génération, tu n'as pas cité Harry Potter, tu as cité Le Seigneur des Anneaux. Harry Potter. Mais il y a de quoi d'intéressant aussi, moi que j'ai vu parce que je travaille dans un carrefour jeunesse emploi comme Sébastien, et puis c'est une des premières fois que des jeunes, dans un de nos plateaux de travail, nous demandaient de les informer sur la loi 61. C'était une des premières fois qu'une intervenante vivait ça, que c'est des jeunes qui sont venus la voir en disant « Hey, on aimerait ça parce qu'on a fait des capsules sur la désinformation pendant la pandémie. » Puis c'est eux autres qui sont venus nous demander, de dire « On aimerait ça voir Jacques qui est venu nous parler l'autre fois de la désinformation et qui nous parle de la loi 61. » Fait que c'est vraiment quelque chose qui touchait beaucoup les jeunes. Fait que c'était impressionnant quand même. On remercie quand même François pour sa contribution à la démocratie et à la pédagogie de la démocratie, n'est-ce pas, Julien? Oui, François, mon père qui vient de passer. Non, tu parles Monsieur Legault, le François. Ah, Monsieur Legault. Comme tu dis, avec un F majuscule. Ah, mais il est dans le système. C'est ça. Le système ne pourra pas se régler de lui-même. Oui, c'est ça. Ce qui est dommage aussi là-dedans, c'est qu'il y a tellement de polarisation que c'est vrai qu'il y a des choses là-dedans qu'il faudrait travailler, mais il faudrait prendre du temps. Ce qui manque, c'est important que les gens soient... C'est intéressant que les gens soient informés et qu'ils aient leur opinion, mais les gens, une fois qu'ils ont pris leur camp, ils sont zéro ouverts à avoir un débat puis une discussion sur la... C'est ça. Il manque d'espace de discussion dans notre société, vraiment, où les gens peuvent aller débattre, juste parler. Parce qu'un débat, c'est pas une opinion contre une autre, c'est deux opinions qui se rencontrent pour en former une meilleure. Ils s'enrichissent mutuellement, tu sais. Oui, c'est ça. Et ça, pour être capable de faire ça, il faut quelque chose comme de la tolérance, puis un petit peu d'empathie, puis de gentillesse, tu sais. Là, on dirait que ça prend le bord un peu, ces affaires-là. Hein? Je pense juste du respect et de la gentillesse. Il y a moyen de discuter avec quelqu'un qui est totalement à l'opposé de toi. Je pense que si on ne tombe pas là, dans les attaques personnelles, moi, je dis tout le temps aux gens à l'école, je dis, on peut attaquer des idées, jamais des gens. Il faut essayer de tout le temps se minder à ça. Puis c'est facile quand quelqu'un te pique ou quelqu'un te fait passer pour un épée d'y aller sur les attaques personnelles, puis c'est un peu ce qui arrive sur les réseaux sociaux, puis c'est pour ça que c'est impossible d'avoir une discussion qui a de l'allure. Ben, oui, des fois, là, mais comme tu dis, ça prendrait des espaces pour le faire, puis le faire intelligemment, et je reprends un peu ce que tu nous as présenté, Julien, là, ta chronique. C'était intéressant, c'était éclaireux, c'était lucide. Tu essayais de prendre des choses, de voir le côté humoristique. Il y en a qui le font très bien aussi là, sur les réseaux sociaux. Là. Moi, j'aime beaucoup. Hein? Des vulgarisateurs. Là, puis des vulgarisateurs, oui, qui le font comme super bien, puis dans le respect. Puis c'est cool de voir ça, puis ça montre que la politique, c'est pas quelque chose de plate. Comme Richard, là, le correspondant de TVA là, à Washington. Je sais pas si vous avez regardé Twitter aujourd'hui, mais lui, là, oh boy, hein? Pas bien. Ouais, toi, Julien, là, t'es notre nouveau chouchou. Là. Je t'avertis, là, si t'es disponible, là, tu vas revenir. Là. On va te demander, là, je pourrais même te faire un jingle pour ça. Là. Julien, explique-nous. Là, puis là, quand il y a quoi de nouveau qui se passe dans le monde politique, tu viens et tu nous expliques ça. Là. Ça serait hot, ça. Hey, merci, Julien. On passe à notre nouvelle invitée. Puis on va parler de musique, justement. Tu vois, il y a un beau lien là-dedans. Tu vois, on fait une petite transition. Parce que Bru, il m'a dit, moi, je suis disponible pour aller te parler de n'importe quoi. Puis je pourrais te parler de musique traditionnelle. C'est fou. Et moi, j'ai essayé de te faire un petit jingle trad. Ah ouais, un peu charbonnier de l'enfer. J'essaie ça. Cool. Bruno Ayotte. Hey, c'est beau, ça. Merci beaucoup. Fait que là, tantôt, en début d'émission, quand j'ai commencé à dire qu'il aimait ça se faire aller le bougalou, vous autres, vous savez pas c'est quoi un bougalou? C'est une joke, ça?
Ben moi, je sais que dans Charlebois, il y a une chanson de Charlebois qui dit qu'il veut faire danser les bougalous. Bon, ben c'est dans le temps, mais là, Bruno, ça se peut pas que tu ne connaisses pas ça. Peut-être que tu donnes un autre nom dans ta région, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Les tapeux de pied, là, dans le temps, là, il y avait une petite planche avec un petit bonhomme, puis en tapant de pied, le petit bonhomme, il se promenait sur la planche. Puis ça s'appelle un bougalou, ça, mon ami. Ah, tu viens de me l'apprendre. Hey, on a deux affaires aujourd'hui au survivant. Nous autres, on appelait ça un petit bonhomme qui gigue. C'est vrai? Ben oui. C'est vrai que dans une chanson de Charlebois, il parle de faisons danser les bougalous. Bon. Et oui. Hey, merci Bruno d'être là. Bruno, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être avec nous. Qui est un de mes collègues préférés. Je vais le dire. Ah, c'est gentil. Mon cœur. Avec Bruno d'école, là, Sébastien, je suis allé googler. C'est un style de musique. Ça n'a pas rapport. Il n'y a nulle part que c'est un petit bonhomme qui danse. Ah non, mais là, je te parle d'un élément historique. Dans ce temps-là, il n'y avait pas Internet, là, tu comprends? Tu sais qu'il n'y aurait aucune légende qui existerait si Google aurait existé dans ce temps-là. C'est ça. Ah ouais, c'est vrai, ça? OK, non, mais je vais le trouver, puis je vais le mettre. OK, là, François Grenier, tu viens de me lancer un défi, là, puis challenge accepted. Donc, je vais trouver les informations sur Internet. Je vais les mettre en dessous de notre émission. Et enfin, vous saurez que François Grenier est un inculte et qu'il ne sait pas faire une recherche sur Google. Merci. Puis il y a quelqu'un qui a rajouté de quoi? J'avais oublié d'aller voir à la fin de la chronique à Julien. Il y a quelqu'un qui nous parlait là, à 9h30 que les enfants étaient couchés. Il y a un gars qui est passé avec un speaker puis de la musique dans le tapis pour venir me porter un flyer sur la loi 61 tout en réveillant le voisinage au complet. Là, ça vous donne une idée. Mercredi passé? Jeudi passé? Sors avec le speaker dans la boîte de troc. Mais y avait-tu du monde? Y était-tu genre 2 ou 26? Hein? Je pense qu'il était tout seul. Je pense que c'était un gars bien investi. Avec sa blonde, je pense. Je pense que c'est un petit couple, là, puis ils sont craqués. Mais bon. C'est la faute, c'est la faute de la ville. C'est vrai que c'était digne de mention. Je ne sais pas si tu vas voir Spota de la Sarre des fois, mais c'est la faute de la ville si ça n'a pas marché les affaires. En tout cas, c'est pas grave. Bruno. Toi, Bruno, là, à part d'être un directeur de Carrefour Jeunesse Emploi, c'est un gars qui trippe sur la musique traditionnelle. Oui, moi, j'aime ça. Raconte-nous ça un peu. Là, ça nous autres, en affaires. Oui, bien là, il faut savoir que nous, mettons, dans le coin de Joliette, OK? Bon, la musique traditionnelle. Le chauvinisme qui commence. Non, mais c'est vrai. Tu sais. Ah oui? Non, mais sans blague, tu sais, sans blague, c'est vraiment c'est dans notre culture très, très forte au niveau régional. Tu sais, quand on parle de la bottine souriante, vous connaissez la bottine souriante? Ça te dit quelque chose, oui, vaguement, oui. Cette bande-là vient de chez nous. Ah, c'est vrai, oui? Oui, sans blague, ça vient de Joliette. C'est tous des gars de Saint-Ligory, tous des petits villages alentours. Puis il y a comme une sorte de culture. Il faut savoir, il y a eu beaucoup dans le temps des bûcherons, beaucoup de camps de bûcherons qui ont apparu ici. Puis là, à partir de là, on dirait que la musique s'est faite. Et il y a aussi un amalgame où il y a des villages qui ont eu des descendants irlandais. De descendance irlandaise bien ancrée ici. Fait que donc, il y a comme un métissage qui s'est fait entre la musique folklorique de bûcheron et aussi la musique irlandaise. Puis il y a comme un fit là-dedans qui s'est fait, puis qui est né beaucoup de OK, fait que c'est pas Fred Pellerin qui a inventé ça, là, mettons. Là. Non, pas en tout. Fred, on était là avant lui, il a oublié ça. OK. Fait que... Mais c'est ça, la bottine vient de notre coin. Tu as les charbonniers de l'enfer, c'est des gars de notre coin aussi, bien sûr. Fait qu'il y a beaucoup de petits groupes qui sont nés dans le coin. Nous autres, on a une radio communautaire, si on veut, une radio régionale qui joue du folklore à l'année. Es-tu sérieux? Oui, à toutes les 5 à 7 le soir. Ça s'appelle CFMJ-FM. Puis de 5 à 7, c'est tout le temps du folklore. Ils ont Radio Bingo le dimanche, c'est du folklore. Fait que c'est vraiment une sorte de... Fait que ça sort un petit peu de... Vous n'écoutez pas juste ça le 24 juin, le 23 ou le 24 juin, tu sais, vous écoutez ça? Non, plus maintenant. OK. Plus maintenant. Maintenant, parce que ça s'est comme démocratisé. Oui, on dirait que ça s'est démocratisé. Oui, donc je te dirais que dans le temps, moi, j'étais au cégep, c'était vraiment... La bottine jouait dans le temps des fêtes. Puis il allait à Montréal dans le temps des fêtes, c'est la grosse affaire. Puis là, il y a eu un moment donné, on parle du festival Mémoire Racine, je ne sais pas si vous connaissez ce festival-là qui existe à Joliette. C'est un festival de musique traditionnelle où il y a environ 10-15 000 personnes qui se pointent une fin de semaine puis qui viennent triper vraiment tout ensemble. Puis c'est des super bons bands qui sont là, puis ça fait 25-30 ans là, que ça existe. Fait que c'est quand même c'est des membres de la bottine souriante qui ont commencé ça, parce qu'eux allaient dans les folk festivals partout dans le monde, puis ils se disaient, mais comment ça se fait qu'on n'a pas ça chez nous?
Fait que donc, ils ont décidé de faire un folk festival à Joliette. Puis à partir de là, ben, ça a poussé, c'est né, ça a grandi. Puis on est rendu à la 30e édition. Okay. Puis ce festival-là... Sur le conseil d'administration un bout de temps. Oui, j'étais là-dessus un bout de temps. Puis j'étais encore proche d'eux. Puis une des missions du festival était de démocratiser le folklore, de le sortir de la cabane à sucre et du temps des fêtes. C'est-à-dire, ben, la musique traditionnelle peut se vivre en dehors de tout ça. Fait que donc, ils faisaient des spectacles dans l'année. Puis c'était un peu drôle parce que 30 ans plus tard, maintenant, quand tu vas faire un spectacle de folklore à Joliette, il y en a tout le temps. Tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de levées de fonds maintenant qui se font avec des bands de folklore. C'est comme ça marche, tu sais. Puis ils se vendent de la bière habituellement beaucoup. C'est rentable, tu sais. C'est payant comme festival. Oui, c'est payant. C'est bien toi, fait. Tu n'as pas répondu à ma question. Tu es tombé là-dedans quand tu étais petit. Tu sais, moi, là, je vais te dire une affaire épouvantable, mais j'ai l'impression que le monde qui aime la musique traditionnelle, ils vivent dans un petit village, puis ils ont genre 13 ou 14 frères et sœurs. C'est vrai dans ton cas, maintenant? Non, 11. 11, pas 14. Non, c'est pas vrai, pas en tout. T'es complètement dans le champ. Mais oui, historiquement, ça avait de l'air de ça. Mais si tu vas... il faut voir, maintenant, à Montréal, Julien, tu vas aller à Montréal l'année prochaine, tu trouveras les veillées du plateau. Tu iras là, c'est des soirées de danse où il y a de la danse des 7 carrés, puis il y a des calleurs, puis il y a de la musique. La moyenne d'âge doit être 25 ans, là, à peu près. La salle est pleine, ça danse, ça fait tout le temps. Puis c'est vraiment des jeunes qui trippent là-dessus. Tu sais, le retour à la terre, tout ça, là, ça se vit dans la musique aussi, puis dans ce trip-là. Tu sais, Mémoire Racine, là, il y a des soirées de danse où moi j'ai rentré là, puis écoute, c'est comme un band rock qui joue. Là. Ça joue, là, il y a un band qui s'appelle De temps en temps, ou Le Vent du Nord. C'est des gars qui parcourent la planète présentement. Ils sont beaucoup plus connus en dehors d'ici qu'ici. Le Vent du Nord, c'est très populaire mondialement. Là. J'ai fait le saut. Le Vent du Nord, ils font plus que 100 shows présentement par année, partout dans le monde. C'est vrai que la musique traditionnelle, il y en a dans tous les pays ou à peu près. Là, il y a des liens fascinants quand même. Il y a comme des espèces d'origines un peu surprenantes, là, mais des fois, il y a des liens étranges vraiment d'un continent à l'autre. C'est fascinant. Puis il y a plein d'histoires. Moi, ce que j'aime beaucoup de la musique folklorique, oui, j'aime les jams, j'aime tout ça, mais moi, j'aime bien gros justement des jams de musique, des jams de chansons où le mononcle va arriver avec sa vieille chanson qui vient de sa famille, puis que tu n'as jamais entendu, puis tu fais « Wow, celle-là, je ne l'ai jamais entendu. » Puis ça vient de son oncle Roger qui chantait ça. Ou bien tu reconnais quelque chose qui ressemble un peu, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas nécessairement de radio ou de tape à cassette, fait que le temps que ça fasse 3 régions du Québec, elle avait switché un peu la chanson, puis ça ressemble. C'est de la tradition orale en même temps. C'est une histoire, moi j'ai une chanson que ma mère chante, puis il y a juste ma mère qui chante ça. J'ai jamais entendu ça ailleurs, OK? Puis ça fait 30 ans que je fais des festivals, puis des soirées folk, puis ça, puis j'ai jamais entendu quelqu'un d'autre chanter cette tune-là. Puis puis la beauté d'un festival comme Mémoire Racine, c'est la nuit, OK? Parce que quand les shows se terminent, il y a comme plein de campings alentour, et tous les gens restent là, puis ça se met à jammer dans la nuit, puis ça chante jusqu'aux petites heures, puis il y a plein de belles rencontres qui se font là. Puis à un moment donné, je chante la chanson en question, puis je dis que personne ne la chante. Et le lendemain, tu sais, j'attends au bar, puis tout d'un coup, il y a une fille qui est là, elle dit « Hey mec! » Fait que je fais « Ouais. » Elle dit « La chanson hier que tu as chantée, ma mère, elle la chante. » Puis là, je dis « Ben, ça se peut pas. » Là, tu as dit « Putain! » Ça se peut pas. Elle dit oui. Elle dit, je te jure, là, je vais arrêter de faire l'accent parce que ça va tomber mauvais. Mais elle dit oui. Elle dit, ma mère chantait cette chanson-là. Puis elle dit, il n'y a jamais personne qui me l'a chantée depuis ce temps-là. Puis là, la semaine d'après, elle m'a envoyé. Sa mère a chanté la chanson sur YouTube pour me l'envoyer. Puis en effet, c'est vraiment un bout de la toune qui est la même affaire. Tu sais. Puis elle dit, moi, j'ai jamais entendu ça ailleurs. Puis on a comme retracé que c'est comme une toune d'enfant qui a été changé, puis amalgamé, comme tu dis, avec des bouts de tu sais, il y a quelqu'un qui la chante le soir, moi je l'écoute, je m'en souviens pas trop, mais le lendemain, je raboute ça avec un autre bout, puis ça fait une toune. Tu sais. Il y a des chansons qui étaient déjà... Il y a des chansons qu'on a dans notre répertoire québécois. Là, quand j'avais fait ma petite recherche, je fais une couple d'années de ça. On a des chansons dans notre répertoire québécois qui étaient déjà très anciennes, mettons, en Europe. Avant la Nouvelle-France, là, comme à la Clairefontaine ou des trucs comme ça. Là. Il y a des chansons, ou La prison de Londres,
qui ont des racines vraiment loin, là, une centaine d'années, des fois 200 ans avant la colonisation de l'Amérique. Puis, tu vois, une des choses qu'on a ici qu'il n'y a pas ailleurs, qui est assez impressionnante, quand tu parles avec les gars de la bottine ou des Vents du Nord ou des choses comme ça qui font le tour du monde, en Europe ou ailleurs, ils ne tapent pas du pied. On est les seuls qui tapent du pied. Pour vrai? Ça se fait pas ailleurs, ça. Non, tu ne vois pas ça ailleurs. Même en Irlande, mettons, ou en Écosse? En Irlande, non. En Irlande, c'est bien tranquille. Ça ne tape pas du pied. On est les seuls qui font ça. Oui, tu vas trouver jamais un band. Puis même d'ailleurs, il y a un gros band qui s'appelle Solace, exemple, pour les Chieftains. Des gros bands irlandais qu'on connaît. Mais eux autres, si la bottine sont dans un festival avec eux, ils ne veulent pas jouer après la bottine. Parce que ça tape trop du pied, ça drive trop. Parce que les gars des Chieftains sont quand même âgés maintenant. Oui, c'est ça, eux autres. Donc, le tapage de pied, moi, ça m'a tout le temps. Pour vrai, c'est une particularité du Québec. Oui, c'est vrai. Et moi, je me demandais pourquoi. Oui. Comment? Julien se demande pourquoi. Ben, ça peut être une légende, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, là, mais il y aurait quelque chose qui disait que quand les Acadiens ont été déportés, OK, ils ont tous brûlé ils ont brûlé le violon, ils ont brûlé le guitare, ils ont brûlé leurs instruments pour les dénaturer complètement et enlever la culture qu'il y avait. Mm-hmm. Puis la seule manière qu'ils ont gardé pour garder un beat puis garder les airs traditionnels, c'est de taper du pied. Okay. Ça, ils les ont pas enlevés. Et l'autre affaire, puis on le voit dans dans un film, je pense, des Patriotes, là, les Anglos ne voulaient pas que ça chante, les Français. Fait que quand tu tapes du pied, si tu passes dans une maison, par la fenêtre, tu ne vois pas le bas. Fait que les Canadiens français pouvaient continuer à taper du pied sans que les Anglais les voient faire parce que tu ne joues pas de la musique avec... Toi, Bruno, est-ce que tu joues d'un instrument de musique? Hey, pas en tout. Même pas. C'est spécial quand même. Oui, j'ai essayé puis je ne suis pas capable. Es-tu capable de giguer? Oui, ben, honnêtement, ma famille gigue toutes. Mais j'ai 3 sœurs. Mes 3 sœurs giguaient. Dans le temps, c'était comme la mode. Là, on suivait des cours de gigue. Okay? Ah ouais, moi, j'étais tout petit. Ouais, moi, j'étais tout petit parce que je suis plus petit que mes sœurs. Et quand on allait dans des soirées de danse ou de gigue, moi, je giguais, mais j'étais tout petit. J'avais 2-3 ans, puis j'étais tout blond. Puis je giguais juste d'une patte. Mais vu que j'étais petit, je gagnais tout le temps. Et mes sœurs sont vraiment frustrées encore aujourd'hui de ça. Parce que je giguais pas bien, mais je gagnais. C'est bien frustrant pour eux autres. Mais là, es-tu capable de giguer là, actuellement? Pas en tout. Moi, j'ai essayé parce que mon beau-père, qui est décédé maintenant, mais mon beau-père, à toutes les parties de famille, à un moment donné, il se mettait à giguer, tu sais. Puis ça a l'air niaiseux. Oui, c'est dur. C'est tough. Toi, François, es-tu capable de giguer? T'es un musicien, toi. T'as-tu déjà essayé ça? T'as-tu dans ta famille du monde qui gigue? Ben moi, mon grand-père, il est encore en vie, là, mais il a fait des soirées pendant une 60aine d'années. C'est un monsieur, c'est vrai? Que tout le monde connaît. Moi, c'est mon grand-père. Je viens d'une famille de musiciens. Moi, la musique, là, j'ai baigné là-dedans toute ma jeunesse. Là. Vous voyez un petit peu en arrière. Je suis comme un en famille qui en a fait le plus. Là. Moi, j'aime beaucoup les instruments traditionnels. Là. J'en ai joué, là. Pas des groupes traditionnels, mais on voit en arrière, j'ai des contrebasses, un accordéon, un paquet de trucs de même, mais je suis pas bon sur la rythmique. Moi, je suis pas un bon percussionniste. Fait que j'ai de la misère à tenir un tapage de pied. Là. C'est quelque chose que... Mais là, tu viens de me craquer juste au Québec. Fait que là, je me dis, on a un devoir de tradition. Ça? Oui, absolument. Ouais. Parce que disons que moi, il y a une paire de bottes. Là, on avait une planche là, à Noël, puis tout le monde tapait du pied, puis les filles dansaient de la claquette. Fait qu'il y a une paire de souliers de claquette. Tout le monde en a une grandeur de pied. Ils se passent les souliers dans le milieu du salon. Dans cette claquette, c'est impressionnant. Pour vrai. On parle, exemple, tu vas en Irlande, il y a des jams irlandais. Là, ça, si tu vas dans un pub irlandais, il y a de la musique irlandaise. Et les jams, c'est synchronisé. Il y a comme une chorégraphie dans un jam irlandais, il paraît. Ça veut dire qu'après telle tourne, il y a telle tourne. Ah oui? Après cette tourne-là, il y a cette tourne-là. Puis si tu vas là, puis tu prends une bière, puis tu parles, ils te mettent dehors. Tu n'as pas le droit de parler. Il faut que tu es là pour écouter, tu fermes ta gueule et t'écoutes. Okay. Mais c'est un peu de même les soirées, tu sais, que moi, mon grand-père organisait, là, c'était programmé. Tu sais, tu avais les danses, là, je les connais pas toutes, mettons un 7 carré, un tcha-tcha, un ci, un ça, puis là, ils enlignaient ça, là, puis c'était comme ça que ça se faisait, puis c'est bien protocolaire, là, la musique pour eux autres. Ça, là, ça revient à mode, hein, parce qu'à Val-d'Or, là, Julien, là, il va m'aider un peu là-dessus, là. Il y a un festival de musique traditionnelle depuis 4-5 ans, peut-être. Ouais. Puis les organisateurs, il y a un groupe de musique qui s'appelle comment, Julien?
Les fous de bassin, si je me trompe. Bon, ben, les fous de bassin, c'est un couple au départ, je pense, là, puis c'est des amis des parents de Julien. Fait qu'à un moment donné, dans le temps des fêtes, il y a peut-être 4-5 ans de ça, on s'en va chez la famille à Julien, puis on a du fun, puis le kit. Puis à un moment donné, la petite fille de l'autre famille arrive, elle cogne à la porte, puis elle dit « Venez-vous danser, là, on fait un 7 carré dans notre garage. » Je fais comme « Hein? » Fait que là, nous autres, on se regarde, moi puis ma blonde, puis les autres invités, on se fait comme, c'est une joke, c'est ça, cette toi-là? Puis là, Isabelle, François font comme, venez-vous, on s'en va danser un 7 carré. Comme, hein? Voyons. Puis on a effectivement été dans le garage de comment elle s'appelle, donc? C'est Karine et Michel. Karine et Michel. Puis moi, j'ai passé une super belle soirée. Il y avait plein de monde qu'on ne connaissait pas, des personnes âgées, des jeunes, puis tout le monde dansait, ça souriait. Puis il y avait vraiment un calleux. Tu sais, moi, dans ma vie, à part, mettons, dans Luc et Luc, j'avais jamais vu ça en vrai. Là, Luc et Luc, c'était pas en vrai. C'est quand même fucké, là. Tu sais, moi j'ai un ami qui fait ça toute sa vie. Là. C'est son métier d'être calleux? Ben, entre autres, là, maintenant. Ah ouais? Wow. Il y en a eu en Abitibi-Ouest, un calleux, Seb. Oui. Je me rappelle son nom, là. Ouais, il avait communiqué avec moi là, parce qu'il voulait partir un petit projet de trad, là, puis j'avais dit oui, puis j'ai pas reçu de nouvelles, là, mais j'ai encore le courriel dans mes... OK. Toi, Julien, qu'est-ce que tu disais? Tu sais que c'est quand même populaire, hein? Oui, c'est redevenu populaire. Et comme, il y a un petit bout, il y avait des soirées canadiennes, comme. Il y avait des soirées, genre 1 ou 2 soirées canadiennes par année. Puis ça a pris vraiment de l'ampleur. Puis justement, le couple Michel et Karine, ils ont parti le festival Trad à Val-d'Or. Ouais. Tu peux prendre des cours de violon, tu peux prendre des cours de collage, puis ils invitent plein de monde de partout dans le Québec, des groupes. Puis ça swing pendant, mettons, une fin de semaine de 4 jours, là. Puis ça swing la Back-Trace pendant toute la... Dans le fond de la boîte à bois, ouais. Dans le fond de la boîte à bois, je te jure. Ben, même à ce festival-là, je sais que j'ai des amis qui ont été jouer un band puis ils ont joué dans une mine. Ah oui? Oui. Ils ont descendu. Classique de la région. Fait que c'est cool. Non, ben, tu sais, à un moment donné, moi, je suis allé voir un band qui s'appelle Great Big Sea, qui a de la musique traditionnelle de l'île du Prince-Édouard, en tout cas. Là, c'est rock, trad. Bon. Puis on était une gang de jeunes qu'on est partis à Albany aller voir ça à New York, puis on connaissait personne là-bas. Puis à la fin du show, tu sais, il était comme 11h, puis c'était fini, puis on trouvait ça trop plate, parce que c'était trop de bonheur. On s'est mis en rond, puis on s'est mis à taper du pied, on dit, il va se passer quelque chose, c'est sûr, tu sais. Fait que c'était tous des anglos, on est autour de nous autres, puis il y a un gars qui est arrivé, puis il dit, vous faites quoi, vous autres, tu sais? On vient du Québec, puis on veut un party, on veut une place manger, une place dormir, on n'avait rien de ça. Ils embarquent avec moi, ils nous ont emmenés dans un pub irlandais. Fait que, tu sais, c'est vraiment, ça reste une musique, je trouve, bien festive, bien très, très universelle. Tu sais, ça passe, là, tu sais, fait que c'est cool. Surtout très rassembleuse, je pense. Ouais, indépendamment de la génération dans la qualité. Moi, je sais bien, c'est très drôle, là, mais j'entends les soirées canadiennes 5 jours par semaine où je travaille. Puis, parce que j'ai une clientèle qui est démence et Alzheimer. Okay. Puis j'ai quelques résidents, dont un auquel je pense, qui, lui, il n'y a rien qui l'allume. Je veux dire, malheureusement, la maladie fait qu'il est même pas verbal. Là. Sauf la soirée canadienne? Oui, sa famille, ils ont enregistré des tonnes et des tonnes et des tonnes de DVD de la soirée canadienne. Mais il y en a là, une pile. Fait que là, on y met ça dans sa télé, ces soirées canadiennes, on met ça dans le tapis. Puis évidemment, où je travaille, c'est une résidence intermédiaire. Fait que les préposés, c'est des gens de plein d'origines différentes. Fait qu'on se ramène toutes dans sa chambre. Puis là, c'est très drôle, là. On a des Espagnols, des Haïtiennes, de partout. Puis là, la soirée canadienne à part, le monsieur est heureux, il connaît tout, il sait giguer, il connaît toutes ses tunes, il connaît toutes ses paroles au complet. Mais il m'en dit pas après ça son nom, il ne sait pas. C'est pas ça. C'est pas le cerveau, c'est le cœur qui drive ça. Ah oui, c'est bien fascinant. C'est beau, ça. Qu'est-ce que tu viens de dire, François? Je pense que c'est un processus normal. Hein, mettons, moi, mon grand-père, là, il est dans cette génération-là. Il n'y avait que ça avant la musique traditionnelle au Québec. Hein. Moi, mon grand-père, il ne connaît pas une chanson. Il est pas capable de. Il connaît, mettons, Félix Leclerc, là, qui a fait, mettons, plus le chanteur comme on connaît. Sinon, c'est que des chansons, mettons, qui a appris d'un camp de bûcheron parce que là, il y avait 2 gars qui avaient montré cette chanson-là au violon, puis lui, il a appris la passe à l'harmonica, puis là, il faisait ça avec les autres. Fait que, ça s'est changé comme ça. Puis, dans les années 60, là, je pense qu'on a voulu sortir de ça. On a voulu montrer au monde qu'on existait, parce que
avant les années 60, là, les Québécois n'étaient pas instruits, ils n'avaient pas accès aux soins de santé, pratiquement pas à l'argent, à propriété, rien. Fait que je pense que c'est un peu un exit qui s'est fait comme ça, avec des groupes comme Arbonium, Beau Dommage. On a voulu montrer qu'on était capable d'avoir une identité culturelle comme les Américains, comme les Européens, qu'on était quelqu'un. Puis là, en ce temps qu'on a démontré ça, je pense qu'on est à l'aise de ramener ça, là, nos traditions, notre musique traditionnelle. Puis je pense que les gens ont le goût. Là. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont attirés vers la mandoline, vers le violon, vers la guitare, contrebasse, c'est des instruments traditionnels. Là. Puis, il y a quelque chose qui s'est passé aussi il y a 20 ans, recule il y a 20 ans à peu près, 20 ans. Avant, tu ne composais pas des chansons traditionnelles. Tu sais, les bands, mettons, la bottine, où ils faisaient des vieilles tunes qui venaient de d'autres, la famille Souci, ou Avila Légaré, des vieux chanteurs, puis ils prenaient ces reels-là, puis ils les faisaient. Et là, tout d'un coup, il s'est mis à avoir de la composition. Puis ça c'était, c'est là 20 ans à peu près, là. Et là, maintenant, les bands, ils composent de plus en plus. Le Vent du Nord, de temps en temps, ils ont des compositions. Ça se faisait pas, ça, avant. Fait qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Probablement que ça se faisait, là, remarque. C'est genre Martin de la Chasse-Galerie, là, que c'est la bottine qui a popularisé, c'est Michel Rivard qui a composé ça, je pense. Hein? Oui, en plein ça. Vous êtes un des premiers qui a composé une chanson qu'on pense qui est traditionnelle. Oui, puis dans le fond, c'est une légende, c'est une histoire, puis c'est correct. Mais là, il y a plein de nouveaux bands, des petits bands. Là, musicalement, c'est peut-être un peu moins bon, mettons, que le Vent du Nord et la bottine, etc. Mais ils font des compositions. Okay. On entend à notre radio. Là, puis, y a-tu des espèces de mélanges qui se font ou c'est encore très compartimenté? Moi, j'ai l'impression que la musique irlandaise traditionnelle, elle a viré maintenant avec le rock ou avec le punk, puis ça a fait de Pogues, puis ça a fait plein d'autres affaires. Puis la musique gitane en Europe, là, ça a fait des affaires aussi. Il y a eu comme une espèce de mixité avec le rock, puis... moi, je pense que tu as beaucoup de mixité. Là. Y en a-tu des groupes de traditionnels, mais tu sais, tu fais comme il est quasiment punk ou il est rock au Québec? Au Languesal, on a eu Canaille qui était venu. Ouais. On a eu, il y a Bon Enfant qui fonctionne beaucoup là, ces temps-ci, qui joue dans la radio. Puis, tu vois qu'il y a un gros penchant traditionnel. Je pense que c'est des gens qui revendiquent ça, mais en mettant une touche moderne. Okay. Isabeau et les chercheurs d'or. C'est quelque chose de folk qui a du trad un peu dedans. T'en as plusieurs. Les Charbonniers ont fait des tunes populaires là, qui ont repris des chansons vraiment du Neil Young, whatever, puis ils ont fait des tunes avec ça. Il est excellent cet album-là, faut que tu l'achètes. Oui, c'est une des bonnes. Moi, c'est d'ailleurs. Je vais me parquer à Joliette à me mener pour écouter la radio communautaire. Là. Non, mais tu peux. C'est FNJ FM. Tu peux trouver ça sur le net. Là, arrête de niaiser! Je te dis, tu écoutes ça, 5 à 7. Je te dis, tu vas triper. Tu vas triper, tu vas m'en parler. 24. Répète-moi. Tu vas nous envoyer le lien, Bruno, on va le mettre dans les commentaires. Ouais, je vais te l'envoyer, mais sans joke, dans le temps des fêtes, là, c'est 24 heures sur 24 du trad. Là. Le reste de l'année, non? Non, le reste de l'année, parce qu'il y a aussi du country. Il y a aussi du country, tu sais. Puis il y a le radio bingo. Ça, c'est unique. C'est le dimanche matin de 10h à midi. Okay. Écoute, tu vas chercher ta carte. Il y en a plein qui jouent à ça. C'est vraiment incroyable. Mais la musique, tantôt, on parlait de l'importance là, en 2020 avec. Il y a quand même. On sent quand même une pression là, de la haine, le racisme, la violence. On sent ça quand même. Je suis peut-être tout seul à sentir ça, là, mais dites-moi-les. J'ai l'impression qu'on sent ça. Le monde sont comme rendus pas fins, puis disent n'importe quoi, puis ça. Il me semble qu'on manque de musique, on manque de poésie, puis ça fait des liens intéressants. T'sais. Moi, dans des rencontres de DJ, là, en fin de soirée, là, avec 3-4 guitares autour d'un... C'est là où il y a des amitiés qui se sont créées, puis il y a des sympathies qui s'est comme tissées, tu sais. Puis tu n'iras jamais d'un spectacle de trad ou d'un festival trad, puis si Julien, tu l'as déjà vécu, tu n'as jamais de mal, là. C'est tout le temps le fun. Le monde sont accueillants. C'est bon enfant, c'est accueillant. C'est pas fait pour. C'est pas fait pour être dans le jugement. Toutes sortes de monde est accepté là-dedans. Il y a vraiment cette culture-là, moi, je trouve, qui est bien forte. Puis qui est... Du pied, puis il doit connaître une centaine de tonnes là dedans. Il connaît toutes les chansons de Normand Lamour aussi par cœur. Il est assez intense. On a fait le défi 100 000. Là, on partait de la Serre, puis on courait jusqu'à Rouen à relais. Là. Il est capable de chanter de la Serre à Rouen non-stop les chansons de Normand Lamour. Là, là. Ça doit courir beaucoup plus vite, par exemple.
Plus vite tu arrives, plus vite tu vas arrêter. Oui, effectivement. Mais il y en a quand même des drôles. C'était beau, ça, Bruno. J'invite les gens qui vont visiter le Québec cet été, peut-être, parce qu'ils ne voudront pas sortir à l'extérieur, d'aller voir votre coin de pays. Dans le nord de Joliette, là, il y a des beaux petits villages, il y a des belles petites places, il y a des belles rivières. C'est un beau coin. Puis pour nous autres, les gens d'Abitibi-Témiscamingue, on dirait que c'est un peu méconnu. Tu sais, on passe par les Laurentides, l'Outaouais, on a beaucoup de monde aussi, beaucoup de parenté dans cet axe-là. Tu sais. Mais l'autre bord du parc du Mont-Tremblant, là, c'est comme une espèce de territoire un peu isolé pour nous autres, puis on ne va pas souvent voir ça. Le monde sont fins parce que Bruno et Sarah en est des bons exemples. Oui. Puis c'est un beau coin, vraiment, plein de beaux petits villages. Je trouve que les villages sont... On sent qu'il y a quand même de l'activité économique, il y a des beaux commerces, des belles épiceries. C'est des beaux spots, je trouve. Ça nous permet de passer... À part le Maxi à Joliette. Même si on est tous pareils. Non, le Super C. Le Super C. Mais pas toutes les Super C. Ben non, on généralise pas, là. Celui-là particulièrement. Attention, si vous allez au Super C à Joliette, tombez sur le bon. C'est ça. Hey, merci beaucoup, tout le monde. François, t'avais-tu quelque chose à rajouter, toi? Moi, je suis heureux. On a eu une belle épisode encore. Une belle épisode. C'était vraiment intéressant. On en a eu... On a été touchés, on a ri. Hein? Ouais. On s'est exclamé. Ouais, c'était vraiment cool. Merci beaucoup, Sarah. Hein? Moi, ça m'a beaucoup touché de t'entendre parler. Puis je suis vraiment content qu'on t'ait reçu. Puis j'espère que tu vas revenir nous voir. Puis je te souhaite là, de réaliser tout ce que tu as le goût de réaliser. Ben, merci beaucoup. Non, vas-y. Non, mais j'allais juste dire merci de l'invitation, en fait. Puis voilà, si vous me voulez, vous savez où me rejoindre. Ça va me faire un grand plaisir. Vous êtes vraiment une gang de fun. Ben, c'est ça notre concept, hein, c'est jaser avec du monde qu'on trouve sympathique. Puis finalement, on passe toujours des belles soirées. On apprend à connaître plein de nouvelles personnes. On revient à base, comme la musique traditionnelle, on revient à le réseautage puis d'avoir du plaisir avec des gens sympathiques. C'est ça qu'on a besoin comme humain. Merci beaucoup, Julien, pour ta chronique Loi 61. Nous autres, là, on t'adopte. Là, Julien, explique-nous. On va faire ça. Oui, pour vrai, hein? Tu vas y faire un petit jingle pour ça. Hein? Jingle avec mes enfants. Julien, explique-nous. Merci beaucoup, Bruno, aussi, de ta participation. C'est plaisir. C'est un plaisir. Différent, puis c'est le fun. On a le goût d'écouter de la musique traditionnelle. Je vais aller vous revoir. Je parlerai d'entrepreneuriat étudiant la prochaine fois. J'aimerais ça que tu nous chantes une chanson à répondre avant de quitter. Ça, c'est chiant, hein? On est capable de trouver sur Internet un vidéo quelque part de Bruno qui chante une chanson à répondre? Oui, dans une nuit au festival d'ailleurs, parce que... Ah oui, on est capable de trouver ça? Oui, il y a quelqu'un qui avait été filmé ça, qui a mis ça sur YouTube. J'ai trouvé ça bien intéressant. Okay, quand j'ai été embauché au Carrefour, mes futurs employés ont vu ça au départ. Parce que tout le monde, quand tu te fais embaucher, c'est quoi tu fais quand ton nouveau boss arrive? Tu vas googler son nom. Oui, c'est sûr. C'est ça. Fait qu'en même temps, ils te voient authentique. Et voilà, c'est ça. Ils se disent le party de Noël va être le fun cette année. C'est ça, c'est tout. Ouais. Merci beaucoup tout le monde. Alors merci beaucoup à tout le monde. C'était l'épisode 19 des Survivants.